something in your eyes. It's better not to fight. Just curl up and take it. It's for your own good. Hey, bienvenue à tout le monde dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Numéro 18, mais oui. C'est complètement fou. On est content. Donc là vous écoutiez à l'instant le générique début qui était interprété par Smile. Et c'était le morceau The Best Tears. Oui, maintenant je vais citer les artistes. Il faut citer les artistes, c'est très important. Numéro complètement exceptionnel car oui, on me confirme. Alors, oui, c'est confirmé. Clément n'est pas en vacances. Clément est là et il est présent dans nos studios, c'est vrai. Tu es là, Clément. Mais je suis là, tout à fait. Comment ça va ? Ça va pas mal, écoute. Ouais, ça a l'air. T'es revenu de vacances, bronzé. Oui, j'étais au Kremlin Bicêtre. Ouais, ça bronze pas mal. C'est bien le Kremlin. Et il y a aussi mon autre acolyte qui lui ne prend jamais de vacances. Jamais. Parce que c'est un vrai patriote. Il s'appelle Riley. Bon. Oui, bonsoir. Ça va bien ? Bonsoir, ça va très bien. On a deux invités, et oui, deux invités, c'est complètement exceptionnel, qui sont venus spécialement pour nous parler de Buffy alors qu'ils étaient en vacances, ils sont revenus de vacances. On est revenus de vacances. Ouais. Exactement. C'est donc Mr. D et Quacos, bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, enfin, on était en vacances, ça allait, c'était mieux, mais bon. Ouais. Alors on va vous présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître. D'avoir la couleur. Les fous. Donc vous êtes en gros des stars du podcast, c'est comme ça qu'on peut... N'exagérons rien. C'est Quacos la star du podcast. Quacos, Et le podcasteur de l'année. Podcasteur de l'année 2013. Non plus loin que ça. Son titre est remis en jeu. T'as pas eu un Golden Blog Awards, Mr. D ? Mais aussi. c'est vrai, mais l'apéro du Capitaine aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, ouais, donc voilà, vraiment des vedettes. Vous avez eu le premier. Et c'est quand même le plus beau. Des Oscarisés du podcast. C'est vrai que moi j'en ai eu un qui est tout noir. Venlé et tout. Il est plus beau que le premier. Tous Venley. Ouais, non, il est très beau. Tel des phallus coniques. Ouais, c'est ça. c'est ce que j'essayais de sous-entendre, puis toi tu l'as bien dit. Quoi. Je préfère. C'est Buffy, c'est la série de la métaphore, donc on est là pour faire des métaphores. Faut faire des métaphores. N'arrête pas. Ça fait partie des trucs qui sont géniaux chez Buffy. C'est ça. C'est une métaphore. Alors oui, donc je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant le principe du podcast. Nous sommes en direct et donc il y a un live. Donc on va commenter l'épisode scène par scène et via le chat YouTube, vous pouvez donner votre avis et participer à cette émission. Donc à travers nos commentaires, nous allons donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur la série Buffy pour mieux comprendre le show et l'apprécier. Ah, c'est juste valeur. Bien joué Clément. J'étais sur le coup. Ça, une affaire qui tourne bien, ça, c'est bien ça. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict, Mixcloud même depuis peu. Mixcloud. Wow, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et aussi en vidéo sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site Slayer Revival. Oui, tout à fait. Waouh. Le premier site sur l'actu Buffy en France. Très très bon site qui a aussi un forum qui vient d'être fait. Bref, vous pouvez nous retrouver via Slayer Revival. Alors tout de suite, on va passer... Attends, mais dis-moi. Et sur Pod Radio? On est sur Pod Radio, ouais. Et vous faites pas partie de la sélection des podcasts, des meilleurs podcasts? Si, mais on en parlait après, Mister D. Ah bon, d'accord. Tu nous pourris le conducteur, mais c'est pas grave. Non, c'est bien, on peut en parler maintenant. Non, parce que vous parlez des endroits où vous êtes. Alors moi, je me suis dit, Pod Radio, il faut absolument aller voter. Mettez 5 étoiles sur Pod Radio. Non, ça c'est sur iTunes. On est sur PodCloud, ouais, effectivement. Disons-le maintenant, on participe au Pod Radio Podcast Award. Ouais, enfin, il y a de bonnes chances que vous remportiez maintenant que vous avez notre non, c'est le podcast en soi. Et oui, donc votez pour nous 2 fois par jour sur Pod Radio, Podcast Award. 3 fois par jour. C'est 2 fois par jour et par IP, il me semble. Ah bon? Ouais. On peut tricher si on a un VPN. On peut essayer. Alors, il y a des gens qui essaient de tricher. On peut voter 1000 fois par jour si on veut. Avec un VPN. C'est très bien. Tout de suite, le jingle des gros bisous. Attention, c'est parti. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathed you? Nothing can defeat the penis. Gros bisous, alors moi je commence avec mes gros bisous. Je fais un gros bisou à Elena qui a eu la très bonne idée de naître pile pendant notre dernier numéro, pendant notre dernier live. Gros bisous. Gros bisous aussi à Raïm et à Mélissa qui nous ont fait des messages sympatoches sur Facebook. Gros bisous également à Narcoduc.
pour ses 5 étoiles iTunes et son commentaire. Il a tout compris, Narcoduc, à la série et au podcast. Il nous a fait un commentaire très sympa sur iTunes. Est-ce que vous avez des gros bisous? Un gros bisou au magazine Clap qui a sorti un dossier Buffy de 18 pages dans leur magazine qui est sorti, Clap Mag. Clap Mag. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Et ça, c'est un trimestriel qui va devenir un bimestriel même, je crois. Et dedans il y a un dossier Buffy avec un article écrit par nous, donc c'est très très cool. Et c'est encore en kiosque, ça vient juste de sortir. C'est bien. Attends, j'ai un visuel, on est en 2.0. Les gens en direct ont droit à un visuel de la couverture du dernier numéro. N'hésitez pas, ouais. Donc ça parle du Buffy immortel. Ah ouais, non, mais c'est rare les magazines qui font encore des articles sur Buffy. Donc c'est pas cher, 4,50€. En plus, c'est pas cher. Il faut soutenir. Donc on soutient Clap, on leur fait un gros bisou. Tu avais des gros bisous, Clément? Oui, moi j'ai un gros bisou à Laura qui doit sans doute écouter le podcast en direct, donc je lui fais un gros bisou. Non mais on aime beaucoup Laura, mais elle a pas de jeu et droit un gros bisou la dernière fois. Mais en fait la dernière fois elle a pas pu écouter, du coup je refais je récidive et gros bisou Laura. Bon bah gros bisou Laura. Est-ce que vous avez des gros bisous les invités? Moi je vais faire un petit bisou à ma femme qui nous écoute en ce moment. Un gros bisou. En direct. Allez sur le live. Bisou. Je crois qu'elle est sur le live. Je fais un gros bisou à Sarah qui est juste en face. Et Sarah est avec nous ce soir, mais elle a tu pas as de fait micro. un gros bisou même juste avant de commencer, je crois. C'est vrai. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Donc résultat du sondage lancé lors du dernier numéro, Riley. Tout à fait. C'était quoi ce sondage? Eh ben c'était pas du tout un sondage, c'était une énigme de Tonton Jess. Oui, parce qu'on a une rubrique sondage qui fait aussi énigme pour faire gagner des gros bisous. Donc ça vaut le coup. Vous savez motiver vos auditeurs. Le concept est bon là. Ça vend du rêve. On a un bon concept. Alors c'est Coléo qui a gagné un gros bisou, qui a trouvé la bonne réponse sur le site. Alors je vous repose l'énigme vite fait. Si, parce que les invités peut-être qu'ils veulent participer. Tonton Giles, donc Giles qu'on connaît, personnage de Buffy, dans sa jeunesse était fan des Chevaliers de la Table Ronde et était parti à la quête du Graal. Et face à un chevalier qui lui posait des questions, il devait répondre. Donc si le chevalier lui dit 2, Lancelot dit 4. Si le chevalier dit 3, Perceval a dit 5, bien sûr. Et si le chevalier dit 6, Giles a répondu. On a perdu. C'est la vraie. On vient de perdre. Je laisse vous inviter là. J'étais en train de répondre. Le chevalier d'or du Sagittaire. On n'est pas loin. Andromède. Non, la réponse était 3, bien sûr. 3, ben moi je l'avais. C'était le nombre de lettres. Je l'avais, j'étais trop fier de moi. 2, c'est donc 4 lettres. Oh, ah oui, c'est subtil. ça avait rien à voir avec les chevaliers en fait. C'était. Non, c'était. C'est-à-dire que ce soit Perceval qui trouve le. Enfin, moi ça m'avait. Je me suis dit, ça t'a perturbé. C'est Perceval. Enfin, bon, bref. Perceval, il est pas tout le temps idiot. Bah, justement, voilà. Oui, c'est souvent dans la version exactement. classique. Donc, merci Coléo qui a trouvé la bonne réponse. Ça fait plaisir. Okay. Il a gagné des bisous alors. Il a gagné un énorme gros bisou. Et on lui enverra le podcast en exclusivité aussi. Ouais, s'il est pas sur le live, des fois il est sur le live, mais là ce soir je sais pas. On lui enverra le podcast en général, il nous engueule quand on est en retard, donc là c'est qu'il est pas là. Il a de la chance. Il a de grandes chances. Il est en vacances. La chance. Ok, donc attaquons tout de suite. Passons au vif du sujet. Voilà, l'épisode de ce soir. On va donc vous parler de Beer Bad. 5e épisode de la saison 4, Breuvage du Diable en version française. Quel bon titre. Écrit par Tracy Forbes. Donc Tracy, elle a bossé sur Buffy qu'en saison 4, elle a fait que 3 scripts. Elle a bien fait. C'était pas ouf, son travail. Mais j'ai regardé, elle fait toujours 2-3 épisodes des séries télé sur lesquelles elle passe une sorte de remplaçante de scénariste. C'est pas bon signe. Elle reste jamais sur les séries parce que ce qu'on n'a pas précisé, sur lesquelles elle travaille. Donc, ce qu'on n'a pas précisé, ce qu'on va préciser tout de suite, c'est que Beer Bad est connu à la réputation d'être le pire épisode de l'histoire de la série. Ouais. On s'est pas foutu de vous ce soir. Mais on va essayer de vous démontrer qu'il est pas si mal que ça et qu'il y a quand même des choses à en tirer. Ouais. L'épisode a été réalisé par David Solomon. Lui, c'est un gros fidèle de Joss. Il a réalisé 19 épisodes de Buffy. Il a réalisé l'épisode Out of Gas de Firefly, qui est excellent épisode. Le meilleur épisode de Firefly, qui est complètement génial. En même temps, il n'y a pas beaucoup de déchets dans Firefly. C'est ça, voilà. Mais Out of Gas est vraiment très très bon. Et 6 épisodes de Dallas, c'est même un épisode d'Agent of Shield, donc c'est vraiment un fidèle.
L'épisode a été diffusé le 2 novembre 1999. Ouh là là, c'était il y a longtemps. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un petit pitch? Qui a fait un pitch? Clément, tu as fait un pitch? Attends, je regarde. Non. C'est une blague récurrente. J'ai préparé un petit pitch. Quacos, t'as pas fait un pitch? Quacos, t'as fait un pitch? Je peux improviser. Vas-y, ouais. Je te pitch l'épisode, ouais. C'est Buffy. Alors, c'est Buffy, elle est là. Elle fait elle est comme ça, elle arrive au bar. Ouais. Toi, remplis mon verre. Il est trop vite là. On n'est pas loin. Ah, Buffy, t'as quand même beaucoup bu, c'est quoi? Qu'est-ce que ce truc là? Ouais, tu déconnes là. J'ai des nouveaux copains là, les poilus, ils sont là, comme ça. C'est quasiment ça. On n'est pas loin, Oui, parce que t'as pas précisé pourquoi Buffy va dans un bar, parce que d'habitude elle va pas au bar. Non mais elle déprime. Voilà, c'est parce qu'elle s'est fait larguer par Parker, qui est un salaud. Qui est un salaud, voilà, et qui considérait Buffy qui est juste comme un plan cul, ça craint. Voilà. Donc elle déprime. Donc, et en plus elle a du mal à s'adapter à l'université, parce que là on est en saison 4, elle est partie du lycée, il faut qu'elle découvre la fac et ses pièges, et elle tombe un soir de loose, donc elle vient picoler dans un bar dans lequel le Xander travaille. Et Buffy se prend une cuite à la bière avec un groupe d'étudiants qui se la pètent, un télo. Et sauf qu'il ne s'agit pas d'une bière tout à fait normale. C'est une bière très bizarre. Donc on va aller voir tout de suite. Ah, elle est bonne ta bière. C'est à peu près ça. C'est peut voir un deuxième. C'est à peu près la même chose. Alors donc à travers cet épisode, on va aborder, donc on va parler de bière forcément, d'alcool en général, de son traitement à l'image, du traumatisme de la rupture, car comme l'a dit Riley, oh là, il se passe des choses. Comme l'a dit Riley, Buffy sort faut illustrer. Tu me rends pas ça pour toi tout seul. Buffy sort d'une relation, même pas une relation, une relation, mais rapide et très compliquée à gérer. On va parler de Tom Cruise, figurez-vous, dans ce oui. On va parler de cascade, de la recherche du plaisir, et on va parler aussi de psychologie. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que chez vous, vous êtes munis de votre télécommande? Vous allez pouvoir regarder l'épisode en même temps que nous. Alors attention, 3, 2, 1, top, je lance l'épisode. À la vachette. Top à la vachette, c'est parti. Oula, j'avais posé le truc. Ah, attention, previously. Salut, c'est Michael. On commence avec le premier plan. Donc Buffy saison 4 est devenue assez feuilletonnante, on avait déjà parlé de ça. Donc pas mal de choses à raconter, le previously sert à ça. On va nous parler de Parker, de Xander. Ils vont spoiler c'est pas grave, fallait pas venir. Il y a des chances. Mais non, c'est garanti 100% non spoil, pourquoi Buffy, c'est génial. Et on parle de Oz aussi, Oz qui a qui commence à avoir des vues sur une nana, c'est pas très bien. Donc on voit tout ça, on voit Alex, voilà, Alex qui se sent exclu parce qu'il n'est pas étudiant, le petit Alex, c'est pas facile. Et voilà, la nana que Oz à zioter un petit peu. Et c'est parti, première séquence dans le cimetière. Musique rythmée de l'époque, hein, mais pas du tout en raccord avec l'univers habituel. Donc il y a de la bagarre et tout. Mais la musique nous donne un indice comme quoi, il se passe un truc bizarre quoi. Même... Ouais, la musique est exagérée en fait. C'est ça. La musique est surjouée. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe d'habitude, c'est pas une scène classique. Voilà, ouais, tu fais bien de le dire parce que moi pour le coup. Pourtant, c'est une scène classique, il y a tous les éléments d'un début de classique de Buffy. Ouais, mais la musique m'avait interpellé. J'ai fait, c'est quoi cette musique tirée d'un jeu vidéo des années 80? Exactement, c'est la musique qui interpelle. Et c'est ça qui fait qu'on comprend tout de suite, si on connaît bien la série, qu'on n'est pas dans un. Qu'on est dans que là, c'est imaginé ou que c'est une scène de rêve. Il y a un truc un peu bizarre, ouais. Alors, une info intéressante sur cette séquence en particulier, c'est que Jeff Prout, s'il a un nom rigolo déjà, Jeff Prout, et c'était le chorégraphe des cascades sur la série. Il a mis en ligne des rushs carrément de la série et on peut voir, je vous mettrai le lien dans l'article, on peut voir sur YouTube donc toutes les séquences qui ont servi à faire cette cascade et on voit plein de choses intéressantes, comme on voit Sophia Crawford, la cascadeuse, on voit que c'est elle qui fait tout le job en fait, et qu'ils ont juste shooté 2-3 plans de Sarah Michelle Gellar très courts, qu'ils ont intercalé au milieu des plans de la cascadeuse pour donner l'illusion que c'était elle qui faisait toutes les cascades en fait. C'est très intéressant. Si on s'intéresse au montage, c'est très intéressant de voir. J'ai cru à fond moi. Ben non mais c'est ça. Ouais, c'est bien fait. Et quand on voit tous les plans découpés, c'est totalement différent. Alors mais priorité au direct. Nous sommes dans l'amphi. Donc voilà. Tout ça n'était qu'un rêve. Tout ça n'était que de l'imagination en fait. Et la musique, une fois de plus, c'est la musique qui la première nous donne des infos comme quoi on change d'univers.
Et donc là, ouais, on nous parle du moi, du surmoi, du ça. C'est le cours de psycho de Buffy. Ça, on en avait déjà parlé dans l'épisode Crush. Hein. Si vous voulez un petit cours de psycho, vous allez voir Crush. L'épisode de la saison 5, on avait parlé de tout ça. Un podcast, ouais. Et donc voilà, Buffy voudrait du plaisir, mais elle a vu que le plaisir, c'était compliqué dans la réalité. Et donc qu'est-ce que va faire Buffy ? Alors, elle se réfugie. Elle le cherche ailleurs. Voilà, dans l'imaginaire, dans les fantasmes. Et c'est là que pour l'instant elle va chercher son plaisir avec un Parker fantasmé, donc qui n'est pas le Parker du réel, et un Parker qui lui file des glaces et des fleurs. Et des fleurs. Avec une musique romantique exagérée aussi. Quoi. Ah, j'ai pris chocolat caramel. Est-ce que Et il est torse nu. Son fantasme, c'est les torse nu avec de la glace. Il est chemise ouverte, torse nu avec une glace. C'est moi ou je trouve que Parker il ressemble un peu à Alex justement, il a un petit air, ouais. C'est vrai aussi sur Alex. Ah oui, effectivement, dans les premières saisons, il y avait une sorte de fausse piste entre Alex et Buffy. C'est une lecture un peu osée ça, Mr. D, mais oui. Excusez-moi. Non, mais c'est bien. Je dois préciser auprès de vos auditeurs que je ne suis pas du tout un spécialiste de Buffy. Que je n'ai vu que le pilote. Mais ce podcast est fait pour toi. Ouais, mais c'est pour ça que je suis venu, c'est pour écouter. Nous allons te convaincre. Ah, mais je suis convaincu. Ah bah c'est génial, bon. On peut arrêter. Ça va, bah merci, au revoir. À la prochaine. Générique début. Petit mot sur ce générique qui est quand même génial. Je le trouve très cool. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce générique, Clément ? Il y a Seth Green déjà. Il y a Seth Green qui est inclus dedans. Il y a Giles en costard. Et il y a surtout le plan, mon plan Whedon qui va arriver. Donc là, pour Buffy préféré. Ouais, mais on l'appelait le plan Whedon, je crois. Voilà, celui-là. Ouais. Voilà, que je trouve très classe, même si son mouvement est absolument pas réaliste. Bref, un plan génial, vous voyez le plan grue là, avec toute la figure. Et ben si vous avez l'œil, c'est un plan qui vient de le premier épisode de la saison 4, Freshman. Et donc c'est une réhute en fait. Ouais, ils réutilisent tous les plans. Voilà, c'est un plan large avec beaucoup de figuration. Quelle déception. Donc ça. C'est comme le plan Owen dans les premières saisons. Oui, ça coûte de l'argent de faire venir autant de figurants, donc on réutilise le plan pour un autre épisode. Il suffisait d'appeler les fans. Hein. C'est pour faire venir de la figure. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est bien. Attention, il y a Pyromane là. Pour les Buffy. C'est une après pour une sorcière. Ne t'inquiète pas. Ça, c'était l'épisode d'avant. Le podcast d'avant. Là, elle a décolleté quand même, hein, Buffy. Hein. Il faut, c'est important. Hein. Léger. Fausse carte d'identité. On dirait Matt Dillon. Le fameux homme à la Oui, carrément. Et grave. Dans Maria tout prix, on dirait Matt Dillon. Ouais. On peut parler de Donc là, il raconte qu'il est devenu barman. Qu'est-ce qu'il s'est... Alors oui, il raconte qu'il est barman. Explique le briquet. Il nous fait une référence à Cocktail, au film Cocktail. Et voilà. C'est un film. Et on va en reparler parce que c'est pas la seule référence à ce film génial. Sur la mise en scène, d'où Tom Cruise. C'est ça, on va parler beaucoup de Tom Cruise. Beaucoup. Un peu. Non mais oui, donc là, parce que donc, pour résumer l'histoire, Alex se sent exclu, tous ses amis sont à la fac et lui il n'y est pas, et lui il a décidé de travailler. Et donc là il est content, il s'est trouvé un job dans le pub à côté de la fac, donc il est content, il va essayer de rester avec ses amis tout en étant... Ce qui est marrant, c'est mignonne Willow aussi, hein, quand même. Hein. Ouais. Les femmes en général dans Buffy sont pas dégueu. Bon casting. Ce qui est marrant, c'est que Alex il se fait virer quand même, il se fait chambrer, même s'il est barman, personne n'y croit. Il est quand même exclu alors qu'il essaye de... Vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Oui, il remet son micro. Il a caché son micro. En fait. Mais ouais, Alex en se levant avait sa chemise un peu levée sur le dos et on a pu apercevoir le boîtier de son micro HF qui dépassait. Voilà. Donc ça nous montre que les acteurs étaient équipés d'un micro qu'on cache dans les vêtements. Un détail que tout le monde aura noté. Hein. Il faut revoir plusieurs fois. Qui est relié donc à un boîtier et le boîtier envoie le son à la caméra ou un enregistreur. Je suis pas sûr qu'ils se servent du son direct, hein. C'est peut-être juste un témoin. Hein. Mais alors, oui, alors parce qu'on sait que les séries américaines ont l'habitude de réenregistrer, voilà. Mais Buffy enregistré dessus. Ouais. Mais Buffy a la réputation de beaucoup utiliser les sons, les directs. C'est la réputation qu'elle a. Après, on n'a pas. Mais c'est la réputation qu'a la série de... Sur un plan comme ça. Sur un plan séquence comme ça, en plus, ça n'a pas coupé. C'est en stead. En lumière jour et tout. Bah, du avec coup, beaucoup de tu peux avoir que le HF là, du coup. Tu peux avoir que du HF, donc c'est pas gardé. Donc, tu penses que c'est pas utilisable ? Ah oui, parce qu'il faut rappeler que Quaco c'est ingénieur du son. Ah oui, donc. Mais ils auraient pu on l'a pas dit. Ils auraient pu percher le truc, c'est ça que je comprends pas. Ouais, non, ils ont peut-être aussi perché. Ils ont peut-être avec la lumière du jour, le soleil. Ouais, pas évident, ouais.
Alors la priorité au direct, ça n'arrête pas. Donc cette scène que vous voyez où Xander est complètement dépassé par les événements, c'est la première fois qu'il est barman et il en chie quoi, tout le monde lui demande des choses différentes. Et ben cette scène c'est un copier-coller de la même scène dans Cocktail, exactement. Revoyez le film Cocktail et c'était pas prévu mais pourquoi pas. Et la première expérience de Tom Cruise en tant que barman, c'est exactement ça. Par contre, au point de vue vestimentaire, c'est vraiment Matt Dillon dans Marine mais dangereuse. Qui est barman ou cool, d'ailleurs ça s'appelle le cool en anglais. Ah non, je connais pas ça. Il y a des chances qu'il y ait. Pourtant, c'est une très bonne comédie. Ah, bah il y a peut-être ça alors, il y a peut-être de ça aussi. Et donc voilà, Cocktail, très bon film de 1988. Avec une BO incroyable. Avec une BO géniale. Bobby McFerrin, Elizabeth Beach Boys. Elizabeth Shue, génial aussi. Voilà. À voir si vous connaissez pas. Il est fun. À voir. Et là, Riley, quand même. Priorité au direct, Riley. On l'a vu vite fait. Bonsoir, Riley. Riley est là. Riley, comment ça va, Riley? Ça va. Là, mais elle s'intéressait pas beaucoup à moi. Et quand as-tu abandonné cette coupe de cheveux, Riley? Là, il y a 3 semaines. Elle vient te gicler dessus, enfin de te renverser le verre. Ouais, m'a giclé. Mais là, elle a pas compris que j'étais amoureux d'elle en fait encore. C'est ça, il y a des énormes signaux de fumée qui sont envoyés aux spectateurs pour montrer que Riley va être le prochain. Le prochain boyfriend et tout le monde s'en rend compte sauf Buffy forcément. En fait tout le monde est passé sur Buffy si je sais bien compris. Il faut être C'est un peu la Madonna de la série télé. Non, ça se défend. Mais non, mais c'est la vie étudiante, elle débute, elle est pas au courant. Et elle se fait avoir par des étudiants, salaud. Voilà, que les hommes peuvent être mal intentionnés, elle le sait pas encore, elle le découvre. C'est la naïveté. Donc là, Xander essaye lui aussi, bah oui, parce que tout le monde, ils ont 20 ans, quoi, et ils ne pensent qu'à ça, donc Xander essaye de draguer une cliente. Avec son coup du briquet qu'il fait depuis 10 minutes. Il va se faire rembarrer par l'étudiant, un télo chiant. Façon Will Hunting. Oui, c'est ce que oui, c'est ce qu'il y avait noté dans le conducteur, effectivement. Non, ça m'a fait penser à la scène de Will Hunting où on découvre qu'un mec ultra cultivé est en fait le dernier des connards. Et ce mec avec sa chemise vert amande là semble être un parfait représentant. La différence c'est que dans Will Hunting il arrive à le rembarrer alors que là il arrive à le rembarrer. Alex il est vraiment nul à chier. Là il a pas de Will Hunting pour le. Il s'est même cassé par le patron juste après, qui va lui dire de servir une bière. Il est un peu pitoyable le pauvre Alex là. Ouais, c'est un peu son concept. Il n'arrête pas. Mais il est la caution. Mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'épisode et puis même au fur et à mesure de la série, il devient un héros. C'est son parcours. Et alors moi il y avait une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand Buffy renverse le verre sur Riley en fait. Ça c'est intéressant. C'est très intéressant parce que justement à ce moment-là elle est en pleine rêverie, elle est encore en train de fantasmer sur Parker qu'elle voit au loin. C'est de la métaphore du squirt. Exactement. Vous auriez pas dû inviter Quacos. Et en renversant ce n'est que le début. En renversant son liquide sur Riley, du coup elle rentre en collision avec la réalité et Riley ça va être son amour de réalité et pas son amour fantasmé, et c'est ça que je voulais dire en fait, c'était aussi cette lecture là quoi. La mise en scène avait aussi cette lecture là pour elle passe de la fiction à la réalité par ce. Alors justement, je rebondis là-dessus sur la réalité. Tu parlais de la violence du quotidien qu'on voit des fois dans Buffy. Là, pour le coup, voilà, Alex n'a pas fait d'études et humilié par le mec qui fait des études par l'élite et il se prend ça en pleine gueule, le pauvre Xander. Ça arrive. Parce que depuis tout à l'heure, on est d'accord qu'il n'y a pas un zombie, un vampire, un mutant. Il n'y a rien, il y a rien de. Dans un teen drama pur et dur. Mais à part le premier zombie qu'on a vu au tout début, on va pas en voir d'autres, je te rassure. Bah voilà, c'est à noter. Il y a des trucs bien dans cet épisode quand même. Mais là, très intéressant. Xander, je vous rappelle pour les fidèles qui vous le savez déjà, mais je dis pour les autres, Xander c'est le lien avec le réel de Buffy. Dès que Buffy s'enfonce trop dans les ténèbres ou qu'elle est morte carrément, c'est lui qui n'a pas de pouvoir, lui qui est un ami normal. C'est lui qui la ramène vers l'adolescence et les naïvetés, l'insouciance de l'adolescence. Il y a une chemise hawaïenne quand même. Et exactement. Et donc le fait que le patron d'Alex l'empêche de. Oups, hop, rose couverte. Voilà. Non mais il y a quand même des nombres de couleurs de chemises incroyables dans cet épisode. Ah c'est les années 90. C'est les années 90. Ouais, c'est un peu la folie chemise des couleurs. Chemise et t-shirt amande, vert, jaune, orange. C'est flashy. C'est pas mal. Et donc oui, je finissais sur Xander, le fait que le patron de Xander l'empêche de réconforter son ami, c'est le tournant de l'épisode.
Parce que s'il l'avait réconfortée, elle serait passée à autre chose et il n'y aurait pas d'épisode. Pas du tout inquiétant là, les mecs que le là, Pardon, on a coupé la parole à Statman, mais il fallait dire regarde la composition du cadre, tac 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 tac, ils sont là. Je vais finir mon analyse. Allez, fini. Et donc voilà, le fait que son ancrage dans le réel n'arrive pas à la ramener vers le réel, elle s'enfonce encore dans l'occulte, dans les ténèbres et rencontre Rose Squirt sur un étudiant pour le coup beaucoup moins bien intentionné que Riley, qui va l'emmener vers l'alcool. Ouh, c'est mal. La pierre. Pas bien. C'est bad. Donc parlez pendant que je me resserre. Un truc parallèle avec Oz et Willow. Donc Oz, on a vu dans le preview aussi qui a rencontré une fille, hein. Et là évidemment il va au concert de cette fille. Le bronze, c'est leur boîte où ils vont tout le temps. C'est leur central perk. Ça, on la voit dès le premier épisode d'ailleurs. Ouais, c'est un des seuls lieux récurrents sur toute la série parce que c'est le seul lieu de Salida. Justement parce que quand ils vont à l'université, ils vont plus à la bibliothèque. Les bibliothèques, c'est uniquement sur les 3 premières saisons. Voilà. La Veruca, donc on va voir que Oz ressent un truc un peu bizarre avec elle. Ça on le découvrira dans l'épisode suivant, je crois. Rien qu'en la regardant, je ressens des trucs. Hein. Voilà, on va découvrir qu'elle est aussi une loup-garou comme lui. Voilà, spoiler. Ah mais merde, on a dit qu'on spoilait pas. Putain, bah oui. Quoi cause, pardon. Pas mal. Là, on est très déçus. C'est pour ça qu'il ressent un truc, mais c'est bien fait, ça a amené sur plusieurs épisodes justement et il y a une explication au moment. Et oui, et là c'est important parce que sur l'épisode qui s'intéresse à elle. Il la regarde même pas. La série est devenue feuilletonnante et donc là c'est totalement une intrigue parallèle, une intrigue qui va s'étaler sur plusieurs épisodes de ce début de saison et c'est intéressant de voir toute l'intrigue Willow Oz, comment elle va s'intégrer dans l'épisode qu'on a. Alors ici on a l'impression que ça n'a rien à voir avec l'épisode, mais vous allez voir que cette séquence va impacter sur Willow et du coup va impacter après sur l'intrigue principale de cet épisode. Veruca par contre, le nom là, ça fait un peu Dragé Fuka, c'est pas... Ça fait Médoc. Dans Buffy, il y a toujours des noms un peu originaux. Pas ce soir. Oz est envoûté par contre lui. On a raté Willow, donc la copine d'Oz qui lui propose d'aller manger une soupe. Parce qu'elle est jalouse. C'est une technique. Oui, c'est une technique un peu bizarre. Ah ouais, tu te ferais avoir par ce genre de solution. Face à Veruca, ça marche la soupe. Ouais, c'est chaud. Moi j'aime bien la soupe. Alors là, je vous fais remarquer la présence d'un acteur complètement génial dans cette scène qui s'appelle Kal Penn. C'est le gars à gauche là, inconnu Dr House. Oui, dans Dr. Exactement, bien joué Kakos. On peut le connaître par Dr House, par 24 aussi, il a joué dans 24. Mais surtout, je le reconnais. Hein. Et surtout, la trilogie complètement géniale Harold et Kumar. Je rêve de manger un burger White Castle. White Castle. Il y a des 30 mini burgers, s'il vous plaît. Non, mais Harold et Kumar, si vous ne connaissez pas, allez voir ça. C'est des films complètement fous. C'est bien. C'est très drôle. Il y a Neil Patrick Harris qui fait des caméos assez géniaux. Même plus que ça. Dans le premier, c'est un caméo, mais dans le 2 et 3, il est plus important. Ouais, voilà. Et le 3, Christmas, ils ont fait un épisode spécial Noël. C'est le meilleur film de 3D de tous les temps. Je suis d'accord avec toi. C'est en 3D carrément, d'accord. Il est en 3D, il est fou. Je l'ai pas vu encore. Il faut voir ce film. Voilà, Kal Penn qu'on vient de voir. Un gros bisou. Gros bisou à Kal. Sinon, vous aviez des trucs à dire. Des gens boivent de la bière. Est-ce que c'est pas il y avait des plans un peu décadrés pour montrer qu'ils ont plus de 21 ans. Oui, je crois pas, hein. C'est limite, ils sont à l'âge limite. Il y avait des plans décadrés sur les acteurs pour montrer qu'ils étaient un peu bourrés. Peut-être de la bière sans alcool. Ah bah c'est bien. De la Buckler. La fête est plus folle. Il paraît que cet épisode dans le milieu s'appelait La femme alcoolique Fontaine, mais c'est une rumeur. On pourrait pas. Attendez, priorité au direct. Buffy a un peu changé. Buffy voilà, elle regarde la télé, elle scotche dessus. C'est quand même bizarre. Il paraît que pour ce rôle, pour ce passage-là, cathodique. Non mais parce que vous avez bien les coulisses, c'est ça. Oui, bien sûr. Il paraît que pour ce passage-là, c'est inspiré de notre ami des visiteurs là. Christian Clavier. C'est Jacouille. Sur la télé, c'est Jacouille, ouais. C'est la version Jacouille de Buffy. Ce qui me semble que Buffy est fan des visiteurs. Ah ben complètement. Surtout de Christian. C'est vraiment qu'il y a peut-être une scène après qui fera écho à ça. On va découvrir ça. Ça ne m'étonne pas. On va découvrir ça. Tu croyais que je te disais des conneries? Sans que Yann a préparé. J'ai travaillé. Il a bossé. Il a bossé. Attention. Donc là, on peut. Faut qu'on l'explique comme c'est un épisode, je vous l'ai dit, qui est perçu comme pas terrible. Et là, on a des indices, on comprend un peu pourquoi les gens aiment pas trop cet épisode. Voilà, par exemple, la transformation de Buffy. Elle est un peu instantanée quoi. Elle boit une fois de l'alcool. J'aurais pas dit ça, j'aurais dit le pyjama papillon, il porte quelque chose.
Ça déjà c'est c'est un indice comme quoi elle est pas dans son état normal. Elle vient de squirter sur 2 mecs, elle boit de l'alcool, on dit ah c'est chouette, c'est une fille quand même et tout. Mais pyjama papillon et je scotche devant un clip bizarre, donc voilà, d'un coup il a fripouille, ça va pas. voilà, l'évolution n'est pas très subtile, ça se passe d'un coup, c'est un peu pourtant ils ont débutonné un peu 40 minutes d'épisode, il faut raconter l'histoire. Elle est en cours en pyjama, c'est marrant, mais ça bien, c'est rigolo. En fait elle a mis qu'un bouton, par contre c'est dommage. Elle a mis mardi avec mercredi. C'est mal cadré. C'est un épisode génial, hein. Est-ce qu'on a déjà dit que cet épisode est passionnant? Non mais oui. Ah là, il y a des trucs bien, mais il est un peu chiant. Moi sur mon conducteur il y a écrit là c'est chiant, mais bon. Là il y a la MIF. Non, c'est le passage de la MIF, la prof. Ouais, alors Maggie Walsh qui prof de psycho quand même. Est-ce que Riley tu fantasmais un peu sur Maggie Walsh quand t'étais son assistant? Ah oui, non. Pas du tout, non. Je fantasmais sur Buffy par contre. Et donc Buffy, comme on l'a dit, qui devient pas elle vole le sandwich de sa copine. À la recherche de plaisir. Et donc là, les instincts primaires. Le plaisir fantasmé ne lui suffit plus. Et donc elle se réfugie dans le plaisir réel à travers, on l'a vu, l'alcool, la télévision et la bouffe. C'est voilà, ouais, elle est en quête de plaisir. Pourquoi ça va pas? Quand tu connais la suite de l'épisode, elle va pas sauter sur un sandwich ton tomate quoi. C'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai. Elle a un morceau de salade. Moi quand j'ai vu ça, j'ai fait ça va pas quoi. Ouais, on n'y croit pas. On n'y croit pas quoi. Un morceau de salade. Non, mais alors la priorité au direct parce qu'il se passe des choses. Ouais, fin de l'acte 1 en 3 plans avec des fioles, on comprend qu'il y a un méchant. Avec une musique qui fait peur en plus. Comme vous le savez, à la fin du premier acte, on doit toujours connaître le méchant et donc juste avant la pub et la bim. C'est la bière. C'est la bière, la Black Frost, la bien nommée. D'ailleurs, c'est le moment de se servir. Peut-être le moment de boire un petit. Ouais. Alors, allez, prendre une petite bière, Buffy. Buffy picole avec les étudiants. Avec des connards. C'est vrai que là, pour le coup, on a la preuve que c'est un épisode un peu spécial. Pourquoi des connards, Clément? Tu n'aimes pas les gens cultivés? Non, mais ils se sont tout de suite affichés comme des connards, on est d'accord. Sous l'œil interrogateur d'Alex. Hein. Ah oui, il se pose des questions, même il protecteur, protège sa copine. Je dirais un œil protecteur. Oui, mais c'est trop tard. Son rôle de protecteur, il devait le tenir juste avant. Et là, il n'a pas pu le tenir et c'est beaucoup trop tard. L'alcool est plus fort. Et donc voilà, là, manque total de. Elle a craché, zut, ça se fait. C'est pas bien d'en cracher. C'est pas bien ça, Buffy. Faut avaler normalement. Et manque total de subtilité dans cette scène. Voilà, les gens bourrés deviennent idiots et maladroits. Et voilà, c'est un peu. C'est pas vrai du tout, hein. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Donc là, dans les dortoirs, c'est à ce moment-là que tu te faisais chier, je crois. Ouais, t'avais marqué, on se fait chier dans cet épisode. J'ai anticipé. Je pense qu'il y a des trucs à dire quand même, parce que c'est quand même très roux au niveau de la colorimétrie. Là même, ils sont habillés en. Putain, ouais, c'est vrai. Même le fond, il est. Non, tout est roux. Ah oui, c'est vrai. Il a voulu dire un truc là, mais j'ai pas compris. Ça m'a échappé. Même le t-shirt, effectivement, putain, ouais. Autant le coup du squirt, ça me vient, mais. Mais pour le coup, non, mais ça. Ah, elle a ses ragnagnas. Et ça. C'est pour ça qu'il va regarder ailleurs. Ça homogénise complètement la scène. C'est roux partout quoi. Ouais, son instinct le repousse. C'est un loup-garou et ce mec est un loup-garou. C'est ça en fait. Ça y est, je viens de comprendre. Son instinct animal prend le dessus, c'est pour ça, comme dans tout l'épisode. Il ferme tard le bar. Oui, c'est pas très clair sur les horaires du bar. Hein, on est retour au direct et on est à nouveau dans le bar. Oui, mais c'est parce que c'est fermeture, il va fermer là, Alex. Et là, on a une Buffy qu'on n'a jamais vue. Dans cet état, elle a un pull à col roulé déjà. Et puis, non, elle est pas. Elle est complètement. Non, ça boit jamais de bière, enfin d'alcool dans Buffy. Hein. Attends, je pense qu'après le tournage, elle était plutôt comme ça en fait. Alors, jusqu'à présent, dans Buffy, à chaque fois qu'on avait vu des gens boire de l'alcool, ça s'était quand même toujours mal terminé. Je vous rappelle Alex en saison 1, dans l'épisode de Teacher Pets, qui se fait offrir un martini par sa prof. Ouais. Et en fait, il y a du GHB dedans et il finit dans une cage, prêt à se faire manger par une menthe religieuse. Il faut pas boire dans Buffy. Et Buffy en saison 2, dans l'épisode Reptile Boy, boit un verre d'alcool et il y a également de la drogue dedans et elle finit endormie également. Donc les saisons précédentes nous ont prouvé que l'alcool c'était mal. Et donc, là, Buffy va pas bien, elle fait plus de phrases construites, elle fait bière, c'est bon, beer good. Beer bad. Elle ne fait plus de phrases du tout. On sent qu'il y a un problème. Mais elle va quand même rentrer chez elle. Ouais. Elle est pas si conne. En autolib. Tu penses?
C'est possible. Faut toujours rentrer en atelier. Où est fille? Alors eux se comportent comme des hommes prisonniers. Ça commence, ils ont un petit côté ils ont un petit côté simiesque. Alors là, priorité au direct, on arrive dans une espèce de cafétéria, je crois chez Alfredo dans. On a un plan sur lui, c'est tout vert, on a un plan sur elle, c'est tout roux. Elle amène la routitude. Et donc justement, confrontation entre Willow et Parker. Et donc ça, par contre, ça c'est une vraie bonne idée dans cet épisode. Comme je vous l'ai dit, de faire mêler l'intrigue de Willow et l'intrigue de Buffy. Et c'est marrant parce que donc Willow qui en veut clairement à Oz d'avoir des vues sur Veruca, ça, elle va lâcher toute sa colère sur le mâle qui se trouve en face d'elle, Parker. Et c'est intéressant parce que ça va faire avancer l'intrigue Parker, l'intrigue Buffy, et ça va faire écho à tout ce qui se passe dans le bar avec la bière et tout ça. Donc, mais est-ce que tu penses que très bien fait, ça. Quand on connaît la série, qu'en fait c'est un indice sur sur ses premiers pas vers son acceptation, à son homosexualité? Alors on peut extrapoler dans ce sens-là, parce qu'elle va finir cette conversation avec Parker en se disant en gros c'est pas mon mec qui a un problème, c'est tous les hommes qui ont des problèmes. Et voilà. Et comme on sait que Willow va devenir homosexuelle, il y a peut-être un peu de ça là-dedans, effectivement. Mais même sans connaître la série, c'est vrai qu'elle a quand même une attitude assez remontée. C'est grave, oui, je vous le répète, elle en veut à Oz, mais à travers Parker, elle parle de Oz. Et Parker, lui, c'est très intéressant parce qu'il va lui faire l'apologie de la recherche du plaisir pur, sans comment dire... Carpe diem, quoi. Carpe diem, ouais, c'est même plus que ça, c'est sans retenue, sans limite. Le sexe sans limite, l'alcool. Le plaisir avant tout. Et, la liberté totale. Et c'est un point de vue qu'on peut éventuellement partager, mais que va pas partager Willow. Oui, on peut le partager. C'est pas bien, mais on peut le partager quand même. Clément qui n'est pas là, je balance, je m'en fous, avait marqué son point de vue se défend sur le conducteur. Son point de vue se défend. Mais Clément s'est barré. Quelques jours par semaine. C'est ça, voilà. Mais ça se défend pas par rapport à la série en elle-même, au message entre guillemets qu'elle passe. Non. Sur la responsabilité de passage à l'adulte, c'est à l'opposé de ce que veut dire Buffy en fait. Buffy, je vous le rappelle, dans le premier épisode dont on va parler tout à l'heure, dans le premier épisode de la série, disait à Willow que sa devise c'était le carpe diem justement, qu'il fallait profiter de la vie. Mais justement, la série ne l'applique pas. Non, c'est qu'elle va changer de philosophie au fur et à mesure des épisodes. Buffy va apprendre les responsabilités du passage à l'âge adulte et sa philosophie va changer. La Buffy de saison 1 aurait peut-être réagi comme Parker, la Buffy saison 4... Oui, ils ont dit que Parker est un tout le monde déteste Parker sur le chat. Mais qu'est-ce qui se passe sur le chat, Riley? Les gens le détestent, Parker. Même s'il a une philosophie sympathique que partage Cocos, les gens sont pas fans. Il ne partage pas. Il s'est moqué de Buffy, quand même. C'est pas normal. Enfin, si tu es avec Buffy, tu restes avec elle, je pense. Mais Parker, je confirme, il a des faux airs de Alex et inversement. Ouais, c'est vrai. Mais les mâles alpha dans Buffy, ils sont tous taillés pareil. Sauf Spike qui est blond platine. Oui, mais il est pas. Ah, quoique, oui, d'accord. Mais Angel est encore un brin ténébreux. Ouais, grand brin ténébreux. Donc là, voilà, on est au pub, les mecs commencent à se comporter n'importe comment. Donc là, pareil, grosse déception dans cet épisode. Parce que je vous rappelle que Buffy, c'est quand même la série championne des métaphores. Et là, on craque un peu parce que la métaphore, elle est très faiblarde. Donc des ivrognes se transforment en hommes des cavernes, de Néandertal, comme représentation de l'ivrognerie. On n'avait pas fait mieux depuis l'Australopithèque, le sketch génial de Gad Elmaleh. Et puis, il joue très bien. Faut le remarquer, parce qu'on n'a pas le son là, on a juste l'image. C'est vrai que c'est de l'acteur studio. C'est totalement inspiré de la guerre du feu, en fait. On parlera de la guerre du feu juste après. L'épisode commence. Arrive. Oh putain. Riley arrive. Ah bah oui. Non, c'est pas Riley. Fin d'acte 2, nouvelle coupure pub et donc oui. Il faut un personnage en danger, donc là c'est Alex qui se fait attaquer par un autre. Je suis vraiment content de voir cet épisode avec vous ce soir parce que si j'avais regardé toute la série de mon côté tout seul, je crois que celui-là je l'aurais zappé. Il y a pas mal de gens qui ont fait ça. On est d'accord. Ouais. Alors là, on est dans les loups-garous. Là, c'est filmé comme quand Oz se transforme en loup-garou. Plein de gros plans avec le corps qui se déforme. Je pense toujours à Thriller, sauf qu'ils deviennent moins bien fait. Ouais, en moins bien fait. Ils viennent pas des C'est pas très bien fait dans Néandertal. Ouais, exactement. Il y a un retour en arrière. La dentition du capitaine.
C'est vrai. C'est vrai que ça rappelle. Ça ressemble. Et donc là, ouais, vous allez voir que Alex va, j'anticipe un peu, mais Alex va sortir son homme secret, son fameux briquet. Qui va servir à quelque chose. Qui sert enfin à quelque chose. Et donc la guerre du feu. Oh, le feu. Voilà, la fascination de ces hommes des cavernes pour le feu n'est pas sans nous rappeler le film de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Gigi Hano. Gigi Hano. La guerre du feu, film de 1981, avec Everett McGill et Ron Perlman. Vous connaissez forcément ce film des hommes des cavernes. Un film magnifique sur la quête du shampoing. J'ai envie de dire aussi. Moi, je l'ai vu au cinéma. À l'époque, bah oui, bien sûr. Je n'étais pas né, pardon. Et alors, j'ai une petite anecdote parce que j'étais pas hyper vieux. Et c'est ma grand-tante de 78 ans à l'époque qui m'a emmené le voir. Et j'avoue, j'étais un peu gêné sur la scène où Ron Perlman a décidé de faire honneur à la demoiselle. Mais il n'y arrive pas. Justement, c'est l'autre parce que c'est son pote qui y arrive. Ouais, mais bon. Enfin bref. Il y a eu un malaise quoi. Ouais, je me suis dit. Ma grand-tante était. a dû se dire que j'avais des choix de films un peu particuliers. Là, ils jouent exactement comme dans la guerre du feu. Hein. Ils ont dû regarder le film juste avant. Ils font exactement la même chose. Pour être un peu plus sérieux, cette scène de briquet est aussi dans Jacouille de la fripouille. On y revient. C'est vrai. Et il y a de la gestuelle qui ressemble un petit peu aussi. Des gestes moi, je pense plutôt que c'est Christophe Clavier. On cite les visiteurs à chaque podcast, j'ai l'impression. C'est vrai. Ah ouais, non, mais on a déjà parlé. C'est un truc de fou. Hein. Mais comme quoi, il y a un truc. Josh est un fan. C'est sûr. Ça a été fait avant. Sur les visiteurs. Ça fait en 94. On a parlé la dernière fois, je crois que c'est 94. Je rappelle que les visiteurs 3 vont bientôt sortir. Et qu'on ira le voir. Bon là on découvre Prioritaire Deck, on découvre que le propriétaire du bar est en fait comme dans Scooby-Doo le méchant de l'histoire. Mais en fait il a c'est empoisonné la bière. Donc en fait c'est une menace pas très... Enfin c'est assez léger. Hein. C'est pas ça le propos de l'épisode en soi, c'est pas tout de suite que c'est un méchant, il a pas de chemise hawaïenne. Voilà, il a une chemise à carreaux, du coup il est un peu strict, tu vois. Front canadien, c'est pas bon. Et Alex a fait. C'est anecdotique en fait cette menace quoi finalement. Parce qu'il leur dit en fait que le méchant ça va durer un jour ou deux et puis c'est terminé quoi. Et on voit pas Buffy se transformer ? Si ça arrive. Ça arrive, mais elle va pas se transformer. Non, physiquement, c'est juste dans la. Ça va être la seule qui est sexy alors que les autres sont moches. Et il y a une autre référence à la garde. Mais là, attendez, juste plus ou moins moche. Bim. C'est pas mal. Roulade. La garde du feu et aux visiteurs. Mais là il y a un gros message visiteurs, ils vont taper la voiture. C'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Voilà, c'était pour cette scène là. Tu vas voir, regarde. Là il va faire oh un sarrasin, messire, un sarrasin. Et là il va bim. Et voilà, les visiteurs. On est dans les visiteurs là. Sur le chat, il y en a qui nous disent qu'ils trouvent que les hommes des cavernes sont surjoués. Ouais, ils sont la réponse c'est que comme ils sont bourrés, ils surjouent. C'est des hommes des cavernes bourrés. Je trouve que c'est une bonne réponse. Dans la guerre du feu, ils surjouent aussi. Hein. Quand ils rencontrent le mammouth en marionnette, là, c'est surjoué aussi. Il arrive à dresser le mammouth en 3 plans. C'est ridicule. C'est génial. La scène du mammouth est magique. Ah oui, il devient ami avec un mammouth. Donc. Il le dresse, non ? Il le dresse ? Si, il dresse un mammouth. Il met sa main comme ça. Il envoie faire peur à d'autres mecs. Je m'en souviens plus du tout. Faut que je le revoie. C'est une catastrophe ce film. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Bref, donc Priorité Direct, Buffy pète un plomb. Bah moi je voudrais revenir en arrière en fait. Parce que j'avais une très belle définition à faire, enfin une analyse. Vas-y. Ça intéresse bien. C'est que à la fin quand Alex dit à son chef... Elle fait un regard façon clan de la caverne des ours là. Et ben regarde, on revient, excuse-moi, on est tous. Je dirais en conclusion. Non, tu peux noter pour la conclusion. Je dirais pour la conclusion. C'est vrai. Donc là voilà, ambiance rousse. Qu'est-ce que c'est ? Ambiance rousse, on est en Priorité Direct avec Willow et même la tasse. Voilà. Et la bougie, Alors là, et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va, on peut le dire, hein, vas-y, il va lui clairement essayer de la draguer, de foutre dans son pieu, et elle va dire non, j'ai l'air ragnagna, je peux pas. On a vu le même épisode. C'est exactement ce que j'ai. Ce que j'ai c'est quoi nous on trouve toujours plein de niveaux de lecture et il en trouve un autre auquel on pense pas. Je pense que c'est le bon. Il y a toujours un niveau de lecture supplémentaire. Donc là, non, Willow, en très bonne étudiante en psycho, elle va qualifier Parker de Hit Boy, le garçon le garçon ça qui est motivé uniquement par son ça.
Je vais pas vous refaire le ça, le moi sur moi. Écoutez mais voilà. le podcast 5. Donc voilà, une personne où le ça a totalement pris l'ascendance sur le moi et sur le surmoi. C'est exactement comme ce qui est en train d'arriver à Oz, selon elle, qui ses instincts d'animaux de rougarou sont en train de prendre le pas sur son humanité. Si je veux dire quand même, plutôt que le surmoi, elle était plutôt partie pour être sur elle, mais. C'est sûr. Et donc le ça, c'est également ce qui motive Parker, qui lui il veut que mettre les nanas dans son pieu, et il ne recherche que le plaisir. C'est intéressant en fait. Il passe pour un gros connard. À travers les scènes de Willow et à travers cet épisode, on a quand même un mini cours de psychologie. Mais quand même, ouais. Quand même on apprend des choses. T'as vu cette scène là comme ça, toi? C'est ça. Il passe pour un gros connard. Dans la série, ouais. Moi je me suis dit, elle passe pour une grosse frigide quand même. Ah, c'est toi, t'es du point de vue c'est de notre point de vue. C'est parce qu'on a vu les autres épisodes en fait. Priorité au direct, là, il se passe des choses. Ils se font attaquer comme par hasard, les hommes préhistoriques attaquent le pub où ils étaient. Le clan de la couille arrive. Alors Willow, je sais pas si vous avez fait attention, Willow elle s'est fait taper. Juste après une réplique, c'était très drôle d'ailleurs. Elle est tombée assommée, elle s'est retrouvée face contre terre. On reviendra juste après sur. Il y a un double sens là aussi, tu crois? Face contre terre pour l'instant. On y reviendra. Donc là, Buffy dans sa chambre, complètement en mode. En mode détendu, en mode clavier, là, elle regarde la télé. En mode clavier. Alors, et si je tiens à. Vous voyez la magnifique chevelure de Sarah Michelle Gellar dans cet épisode. C'est vrai que c'est sa seule transformation, c'est son côté. Elle c'est juste les cheveux. Ouais. Et les cheveux sont tellement bien faits que cet épisode a été nominé aux Emmy Awards en 2000 pour la meilleure coiffure, justement. Priorité sur le direct, parce que là on arrive quand même à une scène très importante. Elle renifle. Elle veut faire du sexe. Elle veut lui faire un suçon là. Elle veut faire du sexe avec Alex. Les instincts animaux reviennent quoi. Est-ce qu'ils ont eu un Emmy Awards pour le scénario de cet épisode? Je ne crois pas. Oui. D'accord. Non mais c'est dommage. C'est con hein. Non mais avec plan excellent. Le truc qui est pas réaliste et qui est un peu dommage sur cette scène là, c'est que les garçons qui sont tous devenus des néandertaliens sont tous mis torse nu quoi. C'est normal, c'est la nature, on retourne à la nature. Et elle, Buffy, non, elle met son petit débardeur, elle met son petit truc. Ils ont eu des prothèses pour les sourcils et le front, mais là, elle est hyper sexy, sauvage et tout. Peut-être que les fans n'auraient pas du tout de la même façon. Peut-être que l'impact aurait... Je sais pas, ouais, c'est pas par hasard que elle, physiquement, n'ait pas changé. Ah voilà, hop, attention. Priorité. Tu fais très bien, Clément. Tu veux peut-être nous faire le doublage de cette scène, non? Avec plaisir. Il faut. C'est une scène magique où ils vont se mettre à crier woman, woman autour du feu. Ah bah là aussi, on peut y voir. Et donc là, vous avez vu que là, c'est pas très subtil. Tu remarques que dans la pièce, il y a 3 tapis, il y a un tapis rouge, elle tombe sur le tapis rouge. Et surtout, Willow maintenant est mise en scène. Et par terre, mais sur le dos. Elle est sur le dos. Elle a donc soit c'est un faux raccord, soit autre explication. Ils l'ont retourné. Ils l'ont retourné. Ils l'ont retourné, il n'y a pas de faux raccord. Ils l'ont violenté. Ça, c'est théorie. Ça, c'est ma théorie. Ah, tu penses qu'ils l'ont. Alors, début acte 3. Début de l'acte 3, oui. Début de l'acte 3, il y a eu une pub. Tout brûle. Et est-ce que ça serait pas l'heure d'un petit sondage, Riley? C'est l'heure du sondage. J'ai loupé un truc. Alors, je voulais lancer un petit sondage. Oui, effectivement, comme on se rend compte, c'est pas un épisode totalement fou de Buffy. Moi j'aime bien quand même. Non, bon, il faut l'avouer, c'est pas le il est meilleur génial cet épisode. Attends. Parce qu'il faut quoi. Non, mais moi j'adore. Mais on voulait avoir votre avis donc sur le moins bon épisode de Buffy, le plus mauvais épisode de la série. On a décidé de pas donner, après une longue discussion avec Sartman, de pas donner de réponse. Donc vous pouvez répondre ce que vous voulez comme le moins bon épisode. Il y aura un article sur le site. On peut quand même citer 2-3 exemples. Bon, il y a celui-là, Beer Bad. On revient souvent sur Teacher's Pet en saison 1 qui est considéré comme pas très bon. Where the Wild Things Are en saison 4. Pareil, Im saison 7 qui est considéré comme très génial, bon. Ouais, il est assez cool. Mais ouais. Bad Eggs en saison 2. Donc répondez sur le site, on refera un article de tout. Bah justement, Bad Eggs il est pas nul du tout. Il y a des gens qui l'aiment pas. Bad Eggs, il est pas. Bad Eggs, il est fun. On donne pas de. Dans mon souvenir, il est fun. Répondez ce que vous voulez sur le sondage. On peut dire ce qu'on en pense ou pas? Non, bon. Bad Eggs? Non, mais on fera Bad Eggs un jour, Clément, rassure-toi. On les fera tous, de toute façon, on est parti pour tout faire. Là, on fait Beer Bad, c'est comme ça. Super Il fallait bien en faire un moins bon. Super sondage. Non, mais il y aura un article pour résumer ça.
Donc là, on a loupé une toute petite référence aux visiteurs également. Non, à la saison 3, Buffy dit Firebird. Oui, j'ai vu ça. On se rappelle que Buffy, à la fin de la saison 3, après avoir tué le maire, elle dit à Giles, pour expliquer qu'elle ne veut plus réfléchir, qu'elle veut se reposer, Fire bad, tree pretty, le feu c'est mal, les arbres c'est joli. Voilà, c'est pour nous expliquer dans quel état d'esprit elle est à ce moment-là. C'est une personne qui ne réfléchit plus. D'ailleurs, on le voit avec l'extincteur. Elle va direct prendre l'extincteur quand même. Ouais, mais elle va pas savoir. Non, mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on croit que c'est débile parce qu'elle prend l'extincteur, mais en fait, elle va le balancer. Ce qui est encore plus débile. Non, mais du coup, c'est plutôt logique par rapport au scénario. C'est drôle. Il joue avec nos attentes de spectateurs. C'est des détails cet épisode, parce que ce gag de l'extincteur est pas mal. Ouais. Il est extrêmement mal mis en scène. Ouais. Enfin, tu vois, le plan est dégueu, on voit pas bien que c'est un extincteur. Le gag aurait pu encore mieux fonctionner. Enfin, je pense que cet épisode fonctionne pas pour des détails, putain en fait. Bah, c'est par rapport au niveau de lecture aussi de l'épisode. Dans les dialogues qui sont pas subtils, le maquillage qui est pas subtil. Pas de subtilité. Par contre, il y a eu un truc très important, c'est que Buffy a dû toucher le feu. Elle a dû toucher le feu ça, c'est bien, pour se rendre compte que c'était pas mal. Et ça fait quoi? C'était mal justement. Que ça faisait mal, et ça fait complètement écho à ce qui lui arrive en ce moment. Elle doit toucher les choses, elle doit en faire l'expérience. Elle touche le chômage surtout. Ça c'est bientôt, c'est la prochaine saison en fait. Et comme son aventure avec Parker, elle doit y toucher pour voir que c'est pas bien quoi. Comme Christophe Clavier aussi. C'est ça. Il y a eu aussi une super scène avec Giles là, des choses à dire sur cette scène très drôle. Il y avait une scène gratuite avec Giles qui discute avec un étudiant dans le couloir, c'était un peu... il n'y avait pas de raison à cette scène en fait. C'était drôle. Ouais, c'était très drôle mais... C'est parce que c'est que le feu, mais c'est qu'une fenêtre quand même. Et donc là, elle comprend le principe. Les plans là, c'est une fois de plus, c'est une cascadeuse. C'est Sophia Crawford. Les cascades sont pas mal dans cet épisode quand même. Sophia. Ouais, trop fort. On aime beaucoup Sophia, elle envoie. Elle a ça. C'est la seule cascadeuse sur Buffy ou il y en a plusieurs quand même? Non, je parle sur cet épisode-là, c'était elle. C'est elle, ouais, mais il y a plusieurs. Ils ont été malins, ils ont poussé la bibliothèque pour s'en servir comme une échelle. Pas con, hein, les mecs. Pas si con que ça, ils ont pas tout perdu. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu quand même. Mais c'est ça, mais le scénario est pas cohérent parce que des fois ils pensent à des trucs, des fois non. Non, mais je pense que depuis tout à l'heure, vu qu'on les a pas vus, ils élaboraient le plan, si tu veux. De l'échelle. On va mettre un truc comme ça et voilà, ça fait une échelle. C'est quand même bien vu. C'est dommage. Quel bon épisode. Là, ils attendent sagement quand même. Ils sont cool, ces hommes des cavernes. Ouais. Ah, regarde caméra d'ailleurs du figure. Bon, on s'en fout. Buffy est surpuissante dans cet épisode. Elle reste, non mais par contre, ça, elle reste la tueuse. Elle a des réflexes de tueuse, elle a une façon Cro-Magnon. L'épisode passe son temps à nous dire que l'alcool c'est pas bien, sauf que là, grâce à l'alcool, Buffy va exaucer son rêve. Son rêve, elle sauve Parker. Je me rappelle que c'est son rêve au début de l'épisode, c'est ce qu'elle veut. C'est son fantasme. C'est ce que Parker soit en danger et qu'elle le sauve. Et là, ça arrive grâce à l'alcool. Donc, vive la bière. Ouais. Tiens d'ailleurs, elle l'assomme. Parce qu'elle cherchait à se venger depuis le début de l'épisode en fait. Ouais. De façon des cavernes, elle lui pète la gueule. Un coup de batte. Comment ça se passe sur le chat? Est-ce qu'on a des choses? Ça débat sur le plus mauvais épisode de la série. Ah. C'est pas du tout Beerbad, on est d'accord. Les gens parlent pas de Beerbad, mais il faudrait remonter dans. C'est un très bon épisode, on est en train de prouver que c'est un très bon épisode. Attends, mais il y a trop de choses sur le chat. on nous confirme que Parker est un mec naze. Vous êtes pas au taquet du chat, les gars? Non, pas vraiment là pour sur le coup. l'épisode. Et c'est encore en train de disserter sur la bière quand même. Et la musique, on avait parlé de la musique en début d'épisode, là aussi la musique est importante, elle se fait romantique quand Parker vient s'excuser par exemple, mais elle reste beaucoup moins grandiloquente que dans la version des rêves, vous voyez, où là on en faisait des caisses, là c'est plus classique, mais c'est une fausse piste pour nous mettre le côté romantique de Parker qui est bien sûr faux et totalement joué. Là, parce que là à ce moment-là nous sommes quand même dans la réalité, et comme on le dit souvent dans Buffy, la réalité ça fait mal et c'est pas juste. La réalité, c'est nul. En fait, la chemise de Sanger, c'est celle de Biff dans Retour vers le futur. Très bien. Ça, je viens de percuter. Ah bon. Ah, et là, Parker s'excuse. C'est quand même une faute de français basique. Parce qu'on ne s'excuse pas, on se fait excuser. Ah oui. Et ce serait pas les sous-titres. Et pour cette faute de français inqualifiable, il va se prendre un coup de bâton, parce que comme on le dit souvent dans Buffy,
la réalité, voilà, ça fait mal. Bim. Là, c'est en mode gag. Ouais, le dernier plan, à chaque fois, en contre-plongée avec tout le monde. Non, elle l'excuse pas. Ouais. Elle lui a quand même foutu deux coups dans la... Elle est toujours en mode femme prise. Et regardez, donc là, dernier plan marrant, et Buffy qui va vers les hommes des cavernes, et hop, et qui vient la prendre pour lui dire non, Alex. Le retour à la réalité. Son ancrage dans la réalité. Xander, qui est son ancrage dans la réalité. Un peu comme Christian Clavier qui voulait pas retourner à son époque. Et voilà. On est vraiment à mode froid. La boucle est bouclée. Jacouille est là encore. Avec Machine, avec sa copine, avec Marianne Chazelle, ouais. Comment elle s'appelait? Germaine. Gigi. Non, c'est Madame Ginette. Madame Ginette. Dame Ginette. On est dedans. C'est pas Dame Gisèle. On est dedans. C'est pas Dame Vous l'avez, Gisèle. mais je suis perdu. Donc c'est la fin de l'épisode. C'est passé très vite. C'est passé extrêmement vite, comme à chaque fois. On n'a pas dit la moitié de ce qu'on veut dire. Ouais, j'avais plein de trucs. C'est pour ça me passe tellement vite. Faut reconnaître que bon. C'est haut niveau, j'avoue. Alors je voulais faire une petite conclusion, dire quelque chose que j'ai pas pu dire pendant le direct. Voilà. Un autre argument pour dire que cet épisode aurait pu être bien mais qu'il est pas bien et on sait pourquoi. C'est quand Alex dit au patron You're a bad man. Voilà, c'est plein de répliques comme ça qui sont très très simplistes. Beer is evil, beer good, no beer bad. Voilà, c'est plein de répliques comme ça simplistes. Et c'est peut-être ça qui a fait dire aux gens que cet épisode était pas bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un effet. Ils ont voulu, par ces répliques simplistes, jouer sur le côté premier degré, homme de Néandertal, tout ça. Et faire de l'humour là-dessus, sauf que ça n'a pas marché. Voilà. C'est un épisode. Sur le conducteur, j'ai l'impression que tu te branlais un petit peu la nouille, et puis en fait, enfin le cerveau plutôt, et là en fait, voilà, non, ça a son sens. J'ai tous mes vêtements, hein, je tiens à le préciser. Je croyais que tu extrapolais un maximum, mais en fait, non, ça se tient. En fait, ils ont essayé de faire une comédie, mais c'est pas très subtil, c'est dommage, parce que tous ces trucs sur l'alcool, sur le comportement vis-à-vis de l'alcool, c'était censé être drôle en fait. Et alors, c'est un peu raté quoi. On a peut-être une explication sur ce rapport à l'alcool très très surfait. C'est que Noël, on va citer citons nos sources. Noël Meuret du site AV Club explique. Bon, ça c'est du copier-coller Wikipédia, j'assume. Explique que le but de l'épisode était de faire recevoir à la série de l'argent par l'Office National Drug Control Police. Ah, voilà. C'est sûr ça? Non mais alors voilà. Ça sentait la commande quand même. Hein. Donc pour des programmes qui mettent en garde la jeunesse contre l'alcool et la drogue. Mais que cette demande de subvention aurait été rejetée. Donc lui il fait une vanne en disant que les gens de la commission ils ont vu l'épisode, ils l'ont trouvé nul et donc ils l'ont rejeté. Ils ont reçu les sous de Jean-Marie Poiret aussi, il me semble. Voilà. Pour hommage quoi. Ils ont reçu les avocats de Jean-Marie Poiret. Donc voilà, la théorie de Noël n'est qu'une théorie, hein. On sait pas si c'est vrai, mais c'est vrai que ça sent un peu le truc très simpliste et très premier degré, ça sent très épisode à message. Comme pouvait y avoir dans d'autres séries. Mais alors que, sauf selon moi j'ai une théorie complètement dingue que je vais... Et je vais finir là-dessus. Selon moi, c'est un épisode qui fait l'apologie de l'alcool. Et pas du tout, qui critique pas du tout l'alcool. Parce que si vous regardez bien, l'alcool rend heureux et donne du plaisir, au même titre que la télé, la bouffe et le sexe, comme Buffy essaye tout ça dans l'épisode. Mais le sexe, c'est pas bien non plus. Et c'est grâce à l'alcool... J'ai pas vu le passage où elle essayait le sexe, là. Elle a essayé, mais elle a pas réussi, je crois. C'est grâce à l'alcool qu'elle se remet de sa mauvaise aventure avec Parker, parce qu'après cet épisode, hop, l'aventure Parker sera oubliée. Et c'est bien sûr à consommer avec modération, pour pas devenir australopithèque, mais c'est grâce à l'alcool que Buffy sort de cette méchante aventure qui l'embêtait depuis 3 épisodes quand même. Donc vive la bière, consommée avec modération. Voilà. Comme dit Homer Simpson, l'alcool est la cause et la solution à tous nos problèmes. Voilà, il faut toujours écouter Homer. Putain, une bière. Moi je voulais parler de l'alcool dans les séries télé, parce que là ça va... On a l'impression que l'alcool passe pour un truc négatif. Et ça, c'est un truc qui était très courant dans les séries télé des années 90, notamment dans les teen dramas, comme on a pu voir. Je sais pas si vous vous souvenez de Beverly Hills, Dawson ou 7 à la maison, ou dans ces séries-là. Avec des morales. Tu regardais pas Quacos? Figure-toi, dans ces séries, les morales étaient très lourdes. On se saoulait au bar du coin. Voilà, donc ces séries-là n'étaient pas faites pour vous, parce que je crois que t'as envie de picoler après avoir regardé ces séries en fait. Ils disaient que l'alcool c'était très mauvais. Alors que maintenant, dans les séries actuelles, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'alcool est plutôt entre guillemets positif. Enfin, c'est vu de façon positive. Moi je sais pas. Je dirais que c'est moins diabolisé. Alors, j'ai mené l'enquête, figurez-vous, j'ai mené l'enquête. D'accord. C'est une enquête. Investigation. Nos amis, bah oui. C'est une enquête de Riley.
Il y a une étude de l'université d'Anchorage en Alaska qui démontre. Vous connaissez encore En Alaska? En Alaska, il y a des gens qui font des études là-bas. Et 60% des programmes en prime time sur les grands networks américains montrent de la consommation. Blanc. Entre 12 ours blancs, il y a de la consommation d'alcool. Donc 60% des programmes aux États-Unis montrent de l'alcool consommé. Et il y a en moyenne un téléspectateur voit un verre bu toutes les 12 minutes aux États-Unis. Oula. Actuellement. Juste pour les séries? Juste dans les séries télé, juste à la télévision. Ce qui est assez fou. Et donc, est-ce qu'on peut voir ça comme une vision positive de l'alcool? Il y a des séries qui doivent bien augmenter la moyenne aussi. Quand même. Genre Mad Men ou genre Trop Détective. Ouais, justement, c'est que maintenant, The Wire. L'alcool c'est devenu une caractéristique au sein d'un personnage. Une de ses caractéristiques, c'est il est alcoolique, il picole. Genre dans Californication, si vous avez vu. Le personnage, c'est une de ses caractéristiques, alors qu'à l'époque, et c'était vrai dans les séries des années 90, l'alcool c'était un moteur d'intrigue, comme Sue Ellen dans Dallas. Genre tu bois, donc ça crée des problèmes, ça crée des épisodes. Ou Raj dans Big Bang Theory. Je sais pas vu. Dans un moindre niveau. Je l'ai placé, t'as vu du coup. Oui, Big Bang Theory, c'est vrai que l'alcool a beaucoup d'importance auprès de ce personnage. Ouais. Moi, je me suis dit que c'était très casse-gueule quand même comme concept. Donc, parler de l'alcool Mais non, parce que le fait. Il s'en débarrasse au bout d'un moment. Hein. Ah ouais, parce que j'ai arrêté. C'est pour ça. Voilà, il peut parler aux meufs que quand il a picolé. Justement, parce que maintenant dans les séries actuelles, il y a plusieurs façons d'après. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent vers lui, donc ça. Oui, c'est vrai que ça réduit quand même. Si, non, il est pas. C'est le moins repoussant de tous pratiquement. Rage. C'est vrai. Mais lui par contre lui il est très coincé et c'est vrai que l'alcool le désinhibe. Le désinhibe. Voilà. Mais on ne reconnaît pas du tout dans ce personnage. C'est pas aussi une différence de médias. Voilà, ouais. C'est parce que les chaînes de network exactement. Font un peu plus maintenant les attention séries câblées actuelles genre HBO, FX, AMC ça contribue largement à cette évolution du regard sur l'alcool. On le rappelle, Buffy était diffusée sur une network. Voilà, sur deux publics. Ouais. Parce que maintenant, dans des séries comme True Detective ou Mad Men, l'alcool ça sert à viraliser les personnages. Pour être sérieux, les Américains ont un gros problème avec l'alcool quand même. Tu peux pas consommer avant 21 ans, tu peux conduire une bagnole à 16 ans et avoir un flingue à 16 ans. Non mais c'est vrai. Je voulais juste finir sur les sitcoms parce que justement les années 80. Tu parles du Cosby Show ou pas alors pourquoi on parlera du Cosby Show, l'épisode sur l'alcool, mais justement c'est parce que c'est une vieille série. Tu me parlais tout à l'heure, c'était quoi? Il y a un des personnages qui boit de l'alcool. La fille de Bill Cosby qui boit de l'alcool, je crois. Et ça crée de l'intrigue. De mémoire, elle boit genre 2 gorgées quoi. Et ça pose problème. Après, c'est une catastrophe. Tout l'épisode est là-dessus. Ils vont mettre en cure de désintox. Dans les vieilles séries, en fait, l'alcool c'était un moteur d'intrigue, alors que maintenant c'est devenu un truc commun dans les séries. Des décors quoi. Et la preuve dans les sitcoms, par exemple, Friends et Seinfeld, ils allaient au café. Ils allaient boire du café. Et ils prenaient toujours des cafés ou des thés. Et maintenant dans How I Met Your Mother, dans les séries sitcoms actuelles, ils vont dans les bars. Ils vont plus dans un café en disant on se fait chier à un café. C'est un pub, ils disent vraiment et on va au pub. On va au pub, ouais, c'est complètement. Mais c'est vraiment très américain parce que t'avais la série anglaise Absolutely Fabulous, ils jouaient. Oui, tout le temps. Là-dessus quoi. Black Books aussi, la série dans une librairie, ils picolent tout. Et puis même nous, à 6-7 ans, on regardait Cobra et t'as pas un épisode de Cobra où il a pas un verre de vin à la main. C'est vrai, ouais. Et une femme à poil à côté. Très bien, très bon. Est-ce qu'on a fini? On a tout dit sur cet épisode. Il me semble. Sur cet épisode. Moi je dis qu'on en a trop dit. On a beaucoup trop dit. C'était quand même génial. Attention, jingle. What are you doing? My boyfriend. Go away. Psychologically, this is fascinating. Doesn't it make everyone want to lock them in separate rooms and do experiments on them? Naked girls, naked women, naked Buffy. Oh, stop me. Which question do you want me to answer first? Oui, super jingle, génial. Merci. C'est donc la rubrique de l'invité et même des invités ce soir. Nous avons deux invités. Moi, on a dépassé mon heure. Hein. Moi, je dors à moitié. Tu dors déjà, ouais. Non, mais passer, moi, c'est l'hospice. Hein. Passer 10 heures. N'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Et donc nos invités, Quacos et Mr. D, vous allez déjà répondre à nos 3 questions rituelles. La première, attention, question piège, ou pas. Quel est votre épisode préféré? Vas-y, Quacos, comment? De Buffy, on parle on parle de Buffy, c'est un podcast Buffy. À la base, c'est Buffy, après, si vraiment t'en as pas, on peut parler de notre série. Non, mais donc je ne pourrais pas dire honnêtement mon épisode préféré de Buffy, parce que j'en ai vu peut-être en tout et pour tout 4.
Celui-là est pas mal. Celui de ce soir. Non, celui de ce soir. J'ai presque envie de dire que c'est celui-là mon préféré. Il a au moins eu l'avantage de m'avoir fait bien rigoler. C'est vrai. C'est vrai, j'ai bien rigolé. Missordi. Alors moi je vais dire les épisodes que j'aimerais bien voir parce qu'en fait j'ai pas vu la série, mais je pense que le spectacle commence, ça va être probablement un de ceux qui me tentent beaucoup puisque c'est l'épisode musical. Normalement on vous demande comment vous avez découvert Buffy, mais bon on a bien compris que vous n'étiez pas des fans de base. Des spécialistes de Buffy. Alors on va surtout passer au plus important, à ce qui fait que vous êtes là ce soir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part regarder Buffy? Et ben, on va dans les bars, on se saoule avec Quacos. On a regardé Les Visiteurs. Apparemment, une bonne centaine de fois, j'ai l'impression. Et tout le Cosby Show. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Quacos, moi je l'ai rencontré grâce au podcast, puisqu'il faisait l'apéro du Capitaine, et que grâce à ma position de cofondateur des éditions Brajlon, à l'époque, je me suis imposé dans l'épisode 25. De l'apéro du Capitaine. De l'apéro du Capitaine, qui est le podcast, qui est le podcast de Quacos, du Captain Web, de Lord ton père, qui ressemblait un peu aux hommes des cavernes qu'on a vu tout à l'heure dans l'épisode de Buffy. Il y a un truc. C'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. Surtout dans la pilosité, en fait. Gros bisous à Lord ton père. Gros bisous à Lord ton père. Et Manox, qu'il ne faut pas oublier non plus. Qui lui a une filiation directe avec les hommes des cavernes. Lui, il descend directement du singe. Et la filière mexicaine de Néandertal. Pour résumer, on a fait un bout de chemin depuis, et puis j'ai monté avec mes associés de Brajlon une autre société qui s'appelle Identes, dont on faisait spécifiquement de la diffusion numérique de livres. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai très envie de faire du livre audio parce que le livre audio, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un peu une injustice en France, c'est quelque chose de méconnu et de pas compris, j'ai l'impression. Parce que dans les autres pays, c'est plus développé le livre audio ? Il y a une culture de livre audio. Aux États-Unis, en tout cas, clairement. Ouais. Les pays anglo-saxons, mais en Allemagne, ça se développe très fortement. Et c'est vrai que les pays du sud de l'Europe, comme l'Italie ou l'Espagne, c'est moins important, mais quand même plus important que la France, qui est un peu au niveau des pays où il y a l'accès à ce genre de produits, qui est un des moins... où ça s'est le moins développé. Aux États-Unis, ça s'est développé de manière très simple. C'est que ils ont la culture aussi de la voiture. Et souvent, le déplacement, la voiture a un rapport très étroit avec les déplacements. Et on voit souvent, même dans les films ou dans les séries, des personnages qui, dans leur voiture, écoutent des cours bien sûr, par cassette. L'auto-formation. Des cours de langue ou des bouquins en cassette, on le voit souvent. Ça a une énorme importance dans le livre audio, c'est l'auto-formation. Et parce qu'on n'a pas dit, allons-y, vous êtes là pour le livre audio Buffy. Exactement, c'est-à-dire que... La moisson qui... On a lancé donc un label qui s'appelle Hardigan, qu'on peut retrouver sur iTunes ou sur Audible, qui est notre canal principal de diffusion. On mettra les liens dans l'article du podcast. Audible, comme ça se prononce, audible.fr. L'idée d'Hardigan, c'est donc de développer un catalogue de livres audio de genre. Le genre qu'on aime bien, c'est-à-dire fantasy, science-fiction, fantastique... et la licence. Et donc, moi, j'avais un accès privilégié, on va dire, aux droits que possédait Brajlon. Et donc, ce qu'on appelle les subrights, c'est le cas du livre audio, qui sont des droits dérivés, comme le sont le livre de poche, par exemple, quand on fait d'un grand format. Un livre de poche, c'est dérivé. C'est des sous-droits, c'est des subrights, c'est des droits dérivés du... Dans le contrat, c'est dit que tu peux l'exploiter en tant que livre audio. Un autre format, c'est ça ? Dans le contrat, on propose aux agents et aux auteurs, quand on est éditeur, on a accès à la possibilité de revendre, quand on a le grand format, donc quand on est le primo-éditeur, on a la possibilité de revendre des sous-licences qui sont principalement le livre de poche, ce qui permet de rentabiliser un bouquin. Enfin, généralement, la première exploitation d'un livre en grand format permet de rentabiliser le livre, et l'exploitation en poche ou en club, comme France Loisirs par exemple, est une manière de gagner de l'argent avec le livre. Le livre audio, c'est pas encore gagné, mais par contre, c'est aussi une de ces sous-exploitations possibles d'un roman. Et c'est un pari quand même que vous c'est faites. Un pari et on est très heureux de le tenter. C'est pas facile, honnêtement, Yann, pouvoir vous en parler. C'est pas évident de se mettre dans ce milieu, de démarrer de rien. Et moi, j'ai eu envie de faire Buffy parce que j'aimais bien... les blondes. Les blondes, c'est vrai. Aussi, les rousses. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir faire de la licence en livre audio.
et donc d'avoir des textes plus courts, parce que c'est comme un épisode de série télé. Alors c'est pas aussi court qu'un épisode de série télé, mais enfin celui qu'on a ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures. Ouais. 3 heures, c'est plus court, ça permet d'écouter un livre audio plus facilement, plus rapidement. Comme un podcast. Exactement, parce que un livre audio en moyenne, c'est plutôt 10 à 15 heures, voire plus, quand c'est des textes plus longs. Donc ça, parce que alors je sais pas si tous ceux qui nous écoutent sont au courant, mais donc il y a un livre audio Buffy qui vient de sortir, donc La Moisson. Alors La Moisson, ça correspond au pilote de la série. Sorti depuis le 17 juillet, donc c'est téléchargeable. Tout à fait. C'est disponible complètement. Si vous voulez l'acheter, le plus simple, c'est quand même sur iTunes. Parce que sur iTunes, c'est un bon plan que je vous dis, les bouquins sont 2 € moins chers que sur Audible. C'est une politique d'Apple. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Audible fournit... T'as pas le choix sur ça. Ouais. Audible fournit le service à Apple de mise en vente des livres audio, et pour avoir un petit plus, iTunes les met moins cher que Audible. Parce qu'il n'y a pas de loi sur le prix unique du livre audio, contrairement au livre numérique ou au livre papier où c'est le prix unique en France. Il n'y a pas cette loi-là en France, qui fait que Apple fait un peu ce qu'ils veulent au niveau des tarifs, et donc ils ont décidé de sortir les livres d'Audible à 2 € moins cher. Par contre, si vous êtes abonné à Audible, c'est probablement plus intéressant de les écouter sur ce canal-là. Précision qu'on veut faire juste avant, pour finir Buffy, c'est que avec David, on a discuté un petit peu longuement justement pour savoir par qui faire raconter l'histoire. On y vient. Et donc tu voulais peut-être non mais vas-y, dis-le. En intro. Et donc forcément en effet et c'est peut-être ça qui t'a intéressé ou qui peut intéresser les vrais fans de Buffy, c'est que c'est Claire Guillot, donc la voix française de Buffy, qui donc a lu. Il faut que tu nous racontes ton expérience avec Claire. Je pourrais vous raconter après mon expérience avec Claire. Ça va très au-delà du livre audio. Carrément. Vous êtes revus après. On a fini avec des manches et tout. Des pieux. Des manches de guitare même. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. En gros, c'est vrai que ce livre audio, moi à la base, je connaissais pas trop le livre audio, mais je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts, donc je pense que écouter un podcast ou un livre audio, ça revient au même. Et donc c'est assez facilement que je me suis mis à écouter un livre audio. Et c'est vrai qu'en tant que fan ou même non fan, juste quelqu'un qui connaît un peu la série, c'est une idée de génie d'avoir choisi Claire. C'est ça, c'est la voix tout de suite nous attrape et nous rappelle, parce que même si maintenant je regarde la série en VO, je l'ai découvert comme tout le monde je pense en VF. Et cette voix est géniale et elle raconte très très bien. Sur le chat, on souligne la bonne idée d'avoir pris c'est une super bonne idée, et le truc est devenu complètement addictif parce que et puis elle joue en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est même les autres personnages, elle joue aussi tous les personnages. Que ça soit, j'ai écouté d'autres extraits d'autres livres audio, c'est que c'est des comédiens, c'est pas juste des lecteurs, c'est que des comédiens, et donc ils jouent chaque personnage. Ouais, vous avez fait un vrai casting. Et ils arrivent à se mettre dans la peau de chaque personnage, et que c'est assez cool. C'est donc plus ou moins marqué, ça dépend des lecteurs. C'est vrai que Claire, elle joue intensément les personnages. Moi j'aime beaucoup cette façon de jouer. Ouais. On a d'autres lecteurs qui sont moins marqués sur les différenciations de personnages et qui ont une lecture plus moins monotone, pas monotone, mais sur le même ton. Un peu plus sur le même ton, mais c'est une question de style. C'est une question de style, c'est que Claire, ça fait 20 ans qu'elle fait du doublage, si tu veux. Ouais. Elle fait du doublage de voix depuis son premier truc, c'était La Petite Sirène, tu vois. Donc je sais pas. Moi j'adore. Ça date, mais c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Le premier, parce que tu sais, parce qu'il y a eu des versions réenregistrées pour les ressorties des Blu-ray. Ouais. Donc je crois qu'elle, dans les nouvelles versions, elle parle mais elle ne chante pas, c'est comme ça. Alors que dans la version originale des années 80. Parce que c'est une chanteuse. Elle chante aussi. Ouais. Donc toi, Quacos, c'est toi qui as enregistré ce fameux livre audio en fait. C'est de ça que tu peux nous parler, donc avec Claire Guillot. Avec Claire Guillot, en effet. Des heures auprès de Claire Guillot. Parce que vous n'avez pas enregistré qu'un seul épisode, vous en avez fait plusieurs. C'est ça. On enregistre plusieurs d'un coup, en effet. Mais est-ce que c'est pas le moment déjà de passer peut-être un extrait du premier si ça va. Sauf que si ça marche. Si ça va, les extraits sont remis aux versions propres de toute façon. Pour le montage. Le montage final, mais on peut vous passer un extrait de La Moisson par exemple, que j'ai là. Attention, on va voir ce que ça donne sur Suspense. Giles était plongé dans un bouquin qui semblait le captiver. Il leva la tête au moment où Buffy commençait à monter les marches. « De quoi parlez-vous ? Vous savez qu'on a retrouvé un type mort dans les vestiaires des filles, n'est-ce pas ?» attaqua Buffy. « Oui. Comme par hasard, il y a 2 petits trous dans le cou et plus une goutte de sang dans le corps. Quelle coïncidence ! Je parie que ça vous embouche un coin. »
Giles poussa un soupir. C'est bien ce que je craignais. Pas moi, explosa Buffy. C'est mon premier jour à Sunnydale. Je craignais d'être en retard par rapport aux autres élèves, de ne pas réussir à me faire d'amis, d'avoir une coiffure démodée, mais je pensais pas qu'il y aurait des vampires sur le campus. Et, à vrai dire, je m'en fiche complètement. Dans ce cas, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Buffy en resta muette quelques secondes. Vous dire que je m'en fiche complètement, claironna-t-elle. Ce qui est la stricte vérité. Et puisque c'est fait, au revoir. Mortifiée par le sourire ironique de Giles, elle battit en retraite vers la sortie. « Se relèvera-t-il » demanda le bibliothécaire. Buffy s'immobilisa. « Qui ça ? Le garçon ? Non, il est juste mort. Vous en êtes sûr ? L'adolescente acquiesça. Pour devenir un vampire, il faut qu'un monstre boive votre sang, puis que vous fassiez la même chose avec le sien. La plupart du temps, ces salauds se contentent de vous vider et de vous laisser sur le carreau. Pourquoi suis-je encore en train de vous parler ? Vous n'avez aucune idée de ce qui se prépare, n'est-ce pas ? Lança Giles d'une voix tendue. Pensez-vous que votre arrivée ici soit le fruit du hasard ? Ce garçon n'est que la première victime d'une longue série. Buffy secoua la tête. Oh, je veux juste qu'on me fiche la paix. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre ? Parce que vous êtes la tueuse. C'est cool, d'entendre la voix de Kirby. Alors, je vais parler du tarif aussi des livres audio. Sur l'appli Audible, on a choisi de pas se référer à la durée d'enregistrement, mais de proposer un tarif. En général, les livres audio, c'est entre, on va dire, 18 et 30 euros. Ah ouais. Et nous, chez Hardigan, on a décidé de trouver une grille de tarifs un peu moins onéreuse, qui est entre 9,90€ et 14,90€. Il se trouve que Buffy, par contre, c'est vrai que c'est pas hyper long, ça fait 3 heures par rapport à d'autres livres qui sont plus longs, et qu'on n'a pas modulé pour l'instant le tarif en fonction de la durée. Mais en fonction... mais il se trouve que, par exemple, Claire Guillot, c'est une actrice qui est nettement plus chère que les acteurs. Les acteurs qu'on a pris pour faire les autres livres, qui sont bons aussi, mais qui n'ont pas sa notoriété. Et Claire le fait payer, mais c'est normal. Je veux dire, elle a oui, bien sûr. Un nombre d'années d'expérience et une qualité aussi d'interprétation et une renommée. Ça vous a semblé évident de la choisir, elle ? Ah, moi j'ai assisté pour qu'on la prenne, même si c'était plus cher. Non mais là les gens s'y retrouvent parce que la voix de Claire Guillot ramène tout l'univers, rappelle des souvenirs. Je sais que les gens ont pas forcément énormément d'argent. Il faut voir que c'est une activité qui est très jeune en France. Comme le livre audio. Ouais, c'est pas très répandu, il n'y a pas énormément de textes. Donc nous on va faire l'effort d'essayer d'en publier 2 à 3 par mois. Et voilà, si je viens parler ce soir de Buffy, c'est aussi pour vous encourager à nous aider sur ce chemin. Bien sûr, ouais. Et on espère que ça va marcher. Hein, bah oui. Parce que ta vie en dépend. C'est ton boulot, ouais, c'est chaud. J'essaie d'acheter un scooter, mais... ça sera un cadeau. C'est un vrai pari, faire des livres audio en France. Pour l'anecdote, pour revenir sur Claire Guillot, en effet, c'est une actrice, si tu veux... qui était un peu hors tarif à la base par rapport à ce que nous on pouvait proposer, mais mine de rien, alors je veux pas dire comment ni combien, elle a sacrément baissé son prix, notamment parce que pour elle Buffy c'est un souvenir quand même. Ah ouais. Ça a marqué sa carrière. Alors elle avait déjà une carrière avant si tu veux, mais c'est surtout elle m'expliquait que c'était son personnage le plus populaire si tu veux. Ouais, d'accord. C'est pas pour rien qu'on fait un podcast. Elle fait aussi un autre personnage plus populaire, c'est Suzanne dans Desperate Housewives. Mais encore dans la rue quand on reconnaît sa voix, elle me dit on reconnaît la voix de Buffy. Avant Suzanne. On reconnaît pas encore la voix de Suzanne, c'est la voix de Buffy. Ouais. Donc c'est un personnage qu'elle aime beaucoup et puis on s'est bien amusé à faire l'enregistrement de. Parce que vous en avez enregistré 3, c'est ça. On a enregistré 3 bouquins. Qui sont aussi des épisodes adaptés. C'est quoi les autres épisodes? Ah, t'as les extraits déjà. On a enregistré. Tu peux balancer un extrait. Ouais, je vais mettre un extrait. Vas-y, Sartman. Sartman, vas-y, balance. Le prix d'Halloween et l'une des coyotes. Voilà, en plus, c'est des bouquins que j'ai lus, donc je suis super content.
C'est la lune des coyotes et Pluie d'Halloween. Alors Pluie d'Halloween, c'est génial parce que c'est un épisode. En gros, ça se passe parce que c'est des bouquins qui ont été écrits et qui rentrent dans la chronologie officielle de Buffy et qui sont pas des adaptations d'épisodes. Non, c'est des épisodes qui n'existent pas, mais que ça pourrait qu'aurait pu exister parce que et donc là, il y a la voix de Claire Guillot, donc ça va donner c'est génial. Des épisodes qui ne sont pas passés. Voilà, et la Pluie d'Halloween, c'est clairement le Halloween de la première saison en gros. Qui aurait pu être fait s'ils avaient fait un épisode. Mais la première saison n'a eu qu'une demi-saison et donc à l'époque d'Halloween, ils n'étaient pas encore en diffusion. Mais on imagine le Halloween qui aurait pu se passer. Buffy donc qui vient d'arriver, qui vient de rencontrer Alex et Willow. Et qui vit son premier Halloween à Sunnydale et Giles qui lui explique ce que c'est Halloween à Sunnydale et la légende, il y a une légende d'un mec, d'une pluie d'Halloween qui fait des choses. Alors ça, la pluie d'Halloween, c'est celui qui est sorti ce mois-ci ou c'est Non, c'est le prochain qui sort. C'est le prochain qui sort. Donc c'est une exclusivité. C'est juste grave une exclusivité parce qu'on n'a encore aucun extrait qui a été diffusé. Donc on balance la pluie d'Halloween qui est assez géniale. Attention, c'est parti. Dans la cave du bronze, les 5 vampires, 3 mâles et 2 femelles, se relevèrent, abandonnant leur lycéen qui leur avait involontairement servi de donneur de sang. Tous respiraient encore. Buffy poussa un soupir de soulagement. « Tu tombes à un très mauvais moment, tueuse !» siffla le vampire qui lui avait proposé une trêve. « Je sais. Si je vous avais prévenu de ma visite, vous auriez fait un gâteau. Navré d'interrompre votre petite dégustation, mais n'avez-vous jamais entendu parler de la Croix-Rouge ?» « Du sang-froid, figé !» cracha une des vampires. « Nous ne mendions pas notre nourriture. La chaleur et la vie, nous les prenons de force. » Poussant un rugissement, elle s'élança vers Buffy. La jeune fille brandit sa croix. « Je ne crois pas en ton Dieu, tueuse !» ricana la créature. Buffy tenait son pieu dans la main gauche et la croix dans la droite. Quand la vampire fut presque sur elle s'accroupit et lui décocha un uppercut à l'estomac. Coupée nette dans son élan, la créature se plia en deux. Buffy en profita pour se relever et lui flanquer un coup de pied en pleine figure. Son adversaire s'écroula sur le dos. La jeune fille s'assit sur sa poitrine pour l'immobiliser, sans perdre de vue les 4 autres vampires. « Même si tu ne crois pas en Dieu, dit Buffy, Dieu croit en toi. » Elle abattit son crucifix sur le visage de la vampire, qui s'enflamma. Puis, sous les cris horrifiés des autres créatures, elle lui transperça le cœur et se releva avant que sa victime ne se change en un petit tas de sang. Très américain encore. Un petit peu. L'alcool, c'est pas bien, mais Dieu. Par contre, Dieu, on est. Et vous avez d'autres licences séries télé Alors, mais oui, tout à fait. On a le Cosby Show, non Quand le livre Les visiteurs, bien sûr. On a Doctor Who, donc on a fait déjà un épisode de Doctor Who. Cool. Et on a fait Broadchurch aussi. Alors c'est pas directement une série parce que là à la base c'était un livre. Il y a eu la série adaptée du livre et là on a fait le livre audio du livre, du roman. C'était un livre. C'était un bouquin avant d'être une série. D'accord, je savais pas. Donc on a fait l'adaptation de Broadchurch en livre audio. Ouais. Avec quelle voix? Avec Richard. De toute façon, si on veut être au courant de cette actu des livres audio, est-ce qu'on va dire que vous faites des podcasts de toute façon chacun de votre côté? Oui, pas un podcast. Vous faites aussi un podcast, vous avez lancé un podcast Hardigan News. Exactement. Qui justement tous les mois donnera apparemment les sorties et même des extraits des livres audio qui sortent. Et ça c'est vachement bien. Ouais, les extraits c'est cool. Bah justement tous ces extraits. Ça permet de... voilà, tous les extraits des livres du mois. Alors là il y a le Hardigan News numéro 1 qui permet d'écouter les extraits des 6 livres qu'on a lancés pour le lancement. Donc c'est plus que d'habitude. Notamment 80 nuances de jaune. Hein, excellent titre. Excellent titre. C'est pour ça qu'on est. J'attendais qu'on en parle. C'est pour ça qu'on est classé en explicite sur iTunes. À cause de celui-là. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est extrait quand même. Mais ça sera pas le cas de tous les épisodes d'Hardigan News puisqu'il n'y a pas spécialement du cul à chaque fois. Beaucoup, mais. Ah, Coco, c'est pas d'accord. Non, il y en aura pas aujourd'hui. Il y en a quand même à chaque fois. Bon. Mais non, mais c'est par pas exemple, aussi hard. les trains de la nuit, ça l'aurait pas placé en explicite par exemple. C'est marrant ce que vous dites dans le podcast sur le fait que les gens écoutent des livres audio. C'est beaucoup plus facile d'écouter un livre audio érotique parce que on ne te voit pas. Enfin, ah non, mais c'était un très bon argument. Ouais, c'était un très bon argument que tu disais dans Hardigan justement sur le podcast. Mais c'est un argument qui vient en fait du succès de 50 nuances de Grey. Ouais. Que les gens écoutaient. Non, alors que les gens écoutaient en livre audio parce qu'aux États-Unis les sorties livre audio sont synchronisées aux sorties papier et numérique. Ah ouais, d'accord. Mais c'est surtout Amazon
le Kindle d'Amazon a renforcé son succès qui était déjà énorme, hein, mais a encore vendu des tonnes d'unités de lecteurs numériques grâce à 50 nuances de gris. Ils ont même fait leur pub là-dessus. Du fait que vous pouvez lire tranquillement 50 nuances de gris sans que personne s'en rende compte, parce que vous le lisez en numérique. D'accord. Et c'est un des grands succès d'Harlequin. C'est un très bon plan. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, alors, si vous voulez que je vous fasse un peu d'historique du livre numérique, parce que je connais bien la partie. Vas-y, ouais. Contrairement à ce qu'on pense, le Kindle, donc qui est la liseuse d'Amazon aux États-Unis, qui a été la première liseuse démocratique au niveau de la lecture numérique, qui s'est démocratisée, je veux dire, c'est en partie grâce à Harlequin, dont le circuit de distribution papier aux États-Unis s'est complètement transformé au début à l'arrivée du Kindle, et où les gens des éditions Harlequin ont parié sur le numérique, ont arrêté toute une partie de la diffusion papier, et n'ont plus fait que toute une grande partie de leur série ils ont arrêté le papier, d'accord. Résultat, les fans de Harlequin n'avaient plus qu'une solution pour les lire, c'était d'acheter un Kindle. Et ben, le succès du Kindle, il vient de là. C'est-à-dire qu'il vient de la romance et des gens qui ont massivement acheté des liseuses parce qu'ils voulaient pouvoir avoir... lire derrière Harlequin en secret. Continuer à lire, pas forcément en secret, mais continuer à lire leur bouquin. Résultat, pour le livre audio, je pense qu'en effet, le cul marche très bien, c'est clair. Excellent choix de casting vocal d'ailleurs. Ah oui, ça Yann peut en parler. C'est Quacos qui a fait le casting. Ouais, ça s'entend. Très bon choix. C'est moi qui les motive un peu aussi. Non mais t'as raison, il faut tu te donnes à 100%. Il faut. Je m'occupe de ce qui est en effet choix des voix, et puis l'enregistrement, le montage. Faut savoir tu fais tout seul au niveau son sur les livres. Ouais. D'accord. Il faut savoir qu'un bouquin qui fait 10 heures, on enregistre une vingtaine d'heures. Par exemple, sur Broadchurch, vous dites que ça fait 12-13 heures. Ouais, il fait presque 13 heures. C'est autant que la série. Bah oui, parce que le livre... Non, mais l'épisode, il y a 10 épisodes, je crois. Ouais, mais t'as toutes les descriptions. Ouais, alors je sais pas, justement, est-ce que... Non, mais je pense que le livre est plus condensé par rapport à la série. Mais c'est vrai que j'ai pas vu la série, moi. Je crois que c'est 10 épisodes ou 12, un truc comme ça. Là, si on prend l'exemple de Buffy, la moisson qui reprend, enfin, scène pour scène, ça reprend l'épisode, ça dure 3 heures, alors que l'épisode dure 1h30, 1h20. 1h20. Mais c'est ça, t'as toutes les descriptions en plus, et t'as ce qu'on disait aussi en off, t'as parfois des choses en plus. Ah oui. Des choses ça, c'est bien. que l'auteur a dû inventer. Il y a des choses en plus qui ont été inventées sûrement par l'auteur, et il y a surtout aussi des dialogues quand on connaît bien. Moi qui avais vu moi, ce premier épisode, très récemment, en même temps que l'écoute du livre audio, il y a des petites interprétations dans les dialogues qui sont vachement marrantes. C'est des subtilités. Et d'ailleurs que je trouve plus pertinentes presque dans le livre audio que dans la VF. Je trouve qu'il y a quelques trucs au début du livre audio, dans les répliques, ou enfin, il y a des choses qui sont plus pertinentes que dans le rêve, parce qu'au tout début, Buffy rêve, juste après le générique, elle est en train de rêver, et c'est un peu plus développé par exemple, dans le livre audio que dans le... Entre autres. Et aussi, une dernière chose qu'on n'a pas dit sur les Buffy, c'est que t'as fait des petits jingles, des petits... Ça, on l'a pas précisé, et moi je trouve que c'est très bien, parce qu'entre chaque chapitre, il y a un petit jingle à la guitare électrique là qui ponctue très bien. Écoute, donc tu t'es inspiré du générique, j'imagine. Voilà. C'est ça. C'est les grosses questions. C'est fait pour. On retrouve l'ambiance, quoi. Subtilement détourné, histoire de pas avoir de soucis de droit d'auteur. Mais pour faire penser encore, c'est à peu près je fais un peu le même principe pour Doctor Who justement, quelques trucs comme ça. Oui, tu essayes de coller à l'univers. Une reprise du générique. Alors c'est pas une reprise, non, parce que justement faut pas reprendre. On n'a pas le droit de reprendre les thèmes originaux. Il faut que le générique te fasse penser au générique original, mais que ça soit pas le même. D'accord. Voilà, et donc oui, en effet, pour chaque livre audio, en fait, on fait une petite intro musicale de 30 secondes. J'ai pas le droit à plus, alors bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais. Voilà. Alors, et si on a fait le tour vous avez tout dit là sur les livres audio, les gars? Ouais. On n'a pas parlé de... De quoi on n'a pas parlé? De podcasts. Est-ce qu'ils font des podcasts, ces messieurs, quand même? On peut en parler un petit peu. Si vous voulez retrouver Mr. D et Quacos, vous faites aussi des podcasts... Oui, alors déjà, il y a l'apéro du Capitaine, où vous pouvez retrouver Quacos et son Was Off, qui est un contenu très original. Donc ça, vous tapez apéro du Capitaine, vous n'aurez pas dû retrouver. Et puis sur Twitter, c'est @Quacos.
Oui, tu me fais tout toi. Je te fais ta promo. Et puis moi, vous me retrouvez dans l'agence 2geeks, sur agence2geeks.com, un podcast éducatif et geek. C'est quoi la ligne éditoriale de l'agence 2geeks? La curiosité. La curiosité qui se voit. Et non, mais c'est en fait d'inviter les copains à parler derrière leur micro. Non, mais contrairement à l'apéro du Capitaine où ils arrivent à être autonomes et donc à être intéressants avec leurs personnages qui se sont créés à force de podcast. Ils parlent de rien et ils sont marrants en fait. Ils sont quand même marrants. C'est cool. La TG repose, l'agence 2geeks repose beaucoup sur ses invités. Donc, si l'invité pas bien, c'est mort. C'est arrivé récemment, on a eu un invité, on a parlé de la radio, on a eu une invitée de Radio France qui était catastrophique. Mais je peux vraiment le dire, catastrophique. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai même pas eu envie de monter je l'ai monté le podcast. Mais il est sorti cet épisode là. Ouais, il est sorti, mais il est mal mixé et tout, faut que je le reprenne, mais c'est une catastrophe. Et j'étais démotivé complètement sur cet épisode. C'est dur de passer 2 heures avec quelqu'un qui est complètement barré et où le truc passe pas, et voilà. Mais c'est arrivé en 58 épisodes, c'est arrivé une fois là avec lui, c'est un monsieur, et peut-être avec même encore avec Philippe Guillemot ou avec les extraterrestres, c'était oui, j'en entendais pas dessus. mais c'était mieux passé. Bon, en tout cas, vous pouvez me retrouver, je compte sur vous pour suivre mon actualité sur Twitter, David Brage, Brage comme Bragelonne, donc David Brage. N'hésitez pas à me follower, je vous donnerai toutes les infos de Hardigan. Et il y a aussi un @playhardigan et un SoundCloud playhardigan et un Facebook playhardigan. Et ouais, n'hésitez pas à écouter ces podcasts, que je sais pas si on l'a précisé, mais on l'a ils sont excellents plusieurs fois. Ils sont excellents, mais c'est pour ça qu'on fait ça nous. Voilà, donc l'apéro du Capitaine. On l'a pas assez dit, mais bon. Et l'agence 2geeks, ça fait partie des podcasts qui nous ont donné l'idée de faire un podcast. Donc si Pourquoi Buffy c'est génial existe, c'est aussi grâce à vos podcasts. Je crois que c'est Arte qui a dit l'autre jour que l'apéro du Capitaine c'était l'élite du podcast. L'élite du podcast français, ouais. Il me semble que c'est ça. En allemand. On n'a pas la version. Il y a de grandes chances que l'apéro. Ja. Un Schleinegrün, apéro du Capitaine. Apéro du Capitaine. Il est extrêmement tard, c'est l'heure de passer au système Buffy. Tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Donc oui, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. C'est moi qui vais commencer. Oui, avec du très lourd. On parle avec du très très lourd, avec Lexi Bale. Donc alors je vais faire une intro Julien Lepers. Oui. Mais bon, je suis pas sûr que ça va marcher parce que je vous ai vendu la mèche hors antenne. Mais on va faire l'intro quand même. Vous devez deviner c'est quoi mon système Buffy. Attention, intro chez Lepers. Je suis un film de Adam et Eve Pictures de 2012. Je suis réalisé par Leroy Myers avec Lexi Bell et Jesse Andrews. Je fais aussi apparaître Michael Vegas dans le rôle de Spike. Je suis Buffy porno. Et voilà. Bonne réponse de Riley. Je vais donc vous parler de ce soir de la version pour adultes de Buffy contre les vampires qui s'appelle Buffy the Vampire Slayer un XXX parody. Ouais, ils auraient pas trouvé mieux quand même. Ils sont pas trop foulés. Alors je vous rassure, la vidéo que je vais montrer, elle est disponible sur YouTube, c'est une vidéo grand public, c'est le générique du film en fait. Il y a des gens sur le chat qui Il y a un trailer sur Vimeo. Et voilà, donc c'est parti. Alors donc il y a des gens qui savaient pas que ça existait. Ils le découvrent ce soir. Je mettrai bien évidemment le lien de la vidéo. Ils ont pas pris les mêmes polices. Et donc ils ont police Blood Cowboy. Ils ont rien compris. Lexi Bell qui est Lexi Bell qui jouera Buffy ce soir. Il y a donc cette petite Willow, Jesse Andrews qui joue Willow. Jace, il est dégueulasse. Tom Byron qui joue Jace. J'attends Cordelia quoi. Donc là, on a des vampires lesbiennes. Non, on n'a jamais vu ces vampires. Voilà, c'est des vampires un peu. Des vampires inédits. Un peu dévergondés, qui font des trucs à trois. C'est un peu chaud. C'est quoi le titre du porno Spike. C'est Buffy. Là, c'est Xander, Chris Slater. Et non pas Christian Slater. Non, c'est pas le même. Attention, on se fait deux fois. Et on a également Michael Vegas et Brittany, je sais plus quoi, qui font Spike et Harmony. Et donc il y a aussi on a loupé Angel. Il n'y avait pas Cordelia.
Non, ils ont zappé. Il n'y a pas Cordelia. Il y a une grosse prod. Oh, quelle erreur. Attention, stop. Il n'y a pas Cordelia, mais il y a. Si, Mathiane, il y a du porno dedans. Tu l'as pas bien regardé, je pense. Non, j'ai pas mis le porno. Mais dans la bande-annonce, non, mais dans le film. Et les gars, le film dure 2h20. 2h30. Que du bonheur. Il y a 2h10 de porno. Donc, vous inquiétez pas, il y a la dose. Donc, ce que j'ai pensé de ce film, déjà. Ah, tu vas regarder 2h20 je suis un journaliste, Cocos. Je donne. Investigation à maximum. Que t'as mis pause. Déjà, je voudrais vous parler de Tom Byron. Tom Byron, qu'on a vu qui joue Jace. C'est intéressant de noter que c'est un spécialiste de ce genre de parodie. Et du coup. Il a une filmographie, mais qui est impressionnante. Il a la plus grande filmographie de l'histoire du cinéma. Ah oui, c'est le Lucasfilm du X. Hein. Il a quand même joué donc Jace, déjà c'est un peu la classe. Il a joué Obi-Wan Kenobi. Ouais. Il a joué Magneto. Très belle parodie de Star Wars. Le commissaire Gordon, Zorro, Lex Luthor et même The Dude du Big Lebowski. Tous les meilleurs personnages. J'attendais celle-là. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que tous les codes de la série sont respectés. Moi, je suis persuadé que le gars qui a écrit ça, c'est un fan de la série. Mais il s'appelle Jod Whedon. D'ailleurs, il a pris le scénariste a pris comme pseudo Josh Weldon. Donc, voilà. Weldon. Pas mal. Et en plus, chronologiquement, ça tient la route leur épisode. C'est bien intégré. Le film se passerait entre la saison 3 et 4 de la série Buffy. On comprend qu'Angel est parti à Los Angeles, que Oz est en tournée avec son groupe. Et que donc Buffy se sent extrêmement seule, c'est ça. Et Willow va faire un sort pour que ses amis puissent, enfin Buffy à la base, puis vivre des rêves, des fantasmes un peu plus coquins que d'habitude. Sauf que son sort va pas fonctionner comme tous les sorts de parce Willow. qu'il a bu de l'alcool encore. C'est ça, à cause de la bière. Ils en parlent pas trop dans cet épisode. Ça va partir en couille. Ça va partir en couille, donc voilà. Donc Jenny va rendre visite à Jace, va lui faire des cochonneries. Et donc on apprend plein de choses qu'on n'apprend pas dans la série. On apprend notamment que Rupert est vaginal. Rupert, en plus d'être expert, on savait pas. Rupert est expert en cunilingus, ça on le savait pas. C'est vrai, on savait pas. On le voit dans le film. On voit aussi que pour éviter de perdre son âme lors d'un rapport avec Buffy, Angel opte pour l'éjac facial, et ça c'est pas dommage. Enfin bref, plein de détails croustillants que Joss Whedon avait omis de nous donner, donc on est bien content d'avoir cette version pour adultes. Riley, t'avais un système Buffy, tu vas aimer ça toi? En faisant des recherches, j'ai mené l'enquête sur cet épisode et je suis tombé sur un film d'homme des cavernes, d'homme préhistorique, qui s'appelle Caveman, l'homme des cavernes, qui est sorti en 1981. Voilà, ça c'est. Tu connais Clément peut-être. Mais avec Denis Quaid. C'est réalisé par Carl Gottlieb avec Ringo Starr, donc le batteur des Beatles, Denis Quaid, Barbara Bach qui a des énormes ça. Et une musique de Lalo Schifrin que tout le monde connaît. Et c'est un film produit par les Beatles. En fait, c'est un système Buffy et les Beatles, tu vas aimer ça. Et les hommes des cavernes. Voilà, c'est un film produit par George Harrison, qui est des Beatles aussi. Et c'est une comédie préhistorique d'aventure complètement absurde et débile. Et donc, alors je vous raconte vite fait l'histoire. C'est l'histoire de Ringo Starr, donc, qui est un homme des cavernes, qui essaie de pécho la femme du chef de la tribu. Et sauf qu'il est, en fait, il se fait avoir. Ouais, c'est ça l'histoire. Voilà, il est banni. Il hentai japonais. Oui, parce que en fait, ce qui est génial dans ce film, surtout, c'est qu'il y a beaucoup de stop motion. Tous les dinosaures sont faits en stop motion. Tous les animaux, il y a des marionnettes, plein de carnivores faits avec des mains, c'est magnifique. Et donc, bon, alors le Ringo Starr essaie de rencontrer la chef de la tribu, il se fait virer. Il n'a pas été abattu, il s'est suicidé quand il a vu qu'il était déjà mort là. En 1980, il n'en pouvait plus. J'ai donné de l'argent pour ça, c'est pas possible. En fait, donc il va vivre un tas d'aventures. Là, on regarde la bande-annonce, donc c'est avec des dinosaures en stop motion. C'est carrément mieux que Jurassic World. C'est aussi bien fait que Jurassic World ou tous ces films sur la mythologie grecque là. J'ai oublié les titres, le choc des titans et tout genre. C'est fait Jason et les Argonautes, c'est fait de la même façon. Sauf que là, bon, voilà, c'est n'importe quoi. Tiens, et voilà. Et voilà, et puis genre la femme du chef, elle est décolletée, fourrure, mini jupe, évidemment. Il faisait très chaud à l'époque. C'est idiot. Il y a j'ai parlé des plein de caméras. Ah oui, alors voilà, ce que je voulais me noter, parce que les gens ne parlent pas dans le film. Ils font que des grognements. Et la musique est Lalo Schifrin, je sais pas si je vais en parler. Ouais. C'est hyper important. C'est en fait la musique. Le compositeur de Mission Impossible. Exactement, de Mission Impossible, de Starsky Hutch, entre autres. Et, en fait, ça donne le ton au scène, parce que c'est
pas assez bien filmé, mais en fait, en fonction de la musique, on se rend compte du ton. Donc, si c'est grave, si c'est drôle, si c'est sérieux, si c'est une comédie romantique, c'est la musique qui fait tout. C'est pas le jeu des acteurs qui est très mauvais, ni la mise en scène. C'est un grand compositeur. Exactement, mais là, ça fait tout, toute la différence. Mais dans la Guerre du Feu aussi, dans la Guerre du Feu, la musique dans la Guerre du super Feu aussi. Ouais. Je sais que t'aimes pas trop la Guerre du Feu. Non, je déteste la Guerre du Feu. Il joue encore pire que c'est encore pire que dans la Guerre du Feu. Barbara Bach, Dennis Quaid. Dennis Quaid. Ah, c'est une sorte de Seigneur des Anneaux préhistorique. Mal branlé. Tu nous l'as vendu là. Tu vas super loin. Je vous conseille de le regarder. C'est très 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 bien. Il y a une scène de poursuite. À un moment, il chope un œuf de dinosaure et il y a une poursuite à la Ben Hill avec une. C'est parfait. On a hâte de le voir. Écrit par Ringo Starr, produit par George Harrison et à voir absolument. Caveman avec Barbara Wonderman. Ça n'a rien à voir avec Buffy, mais bon, on l'a intégré dans cette rubrique quand même. Je crois que Quacos avait un système Buffy, tu as aimé ça? Ah oui, j'en ai même deux. Système Buffy, tu vas aimer les visiteurs. Et Bon, j'ai pas de visuel pour les visiteurs. Hein. Non, je vais pas trouver. Parce que j'en rappelle même plus de l'orthographe exacte. Mais si tu aimes Buffy, tu vas aimer Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock. Qui est cette personne? Qu'est-ce qui est une actrice des années 80 qui était, quand on cherchait une blonde qui savait faire du karaté dans les films de Kung Fu, et ben c'était elle à qui on faisait appel. Et donc tu la vois dans des films. Alors je ne saurais même plus te donner un petit trompette comme ça. Parce que je pensais que tout à l'heure. Mais cherchez la filmographie de Cynthia Rothrock et vous trouvez. Rothrock. Je sais plus exactement comment ça. Elle lève la jambe comme Buffy. Ah ouais, alors par contre c'est une championne de karaté. Elle était ceinture noire de partout. Et donc... Très bien. Ça, c'est la dernière rubrique. À la dernière rubrique, la rubrique préférée de Clément. Ouais. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! Scott! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Et voilà, donc rubrique si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que t'aimes ça parce que ça a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. J'ai envie de donner la parole à Clément. Bah oui, alors écoute, le jingle me donne complètement raison parce que si je me souviens bien, dans le jingle, on entend des sons de Evil Dead. Et de Star Wars. Un petit film et de Star Wars, mais que tu ne cites pratiquement jamais. À chaque podcast, il y a une référence à Evil Dead. D'ailleurs, je l'ai pas faite aujourd'hui. On n'a pas parlé de Lost, non mais c'est ça. Il n'y a pas eu de référence à Lost ni à Evil Dead. Eh bien, ce dont je vous parle aujourd'hui, moi, c'est de la série Ash vs The Evil Dead. Ah, qui est pas sorti donc. Qui est pas sorti, c'est un teaser qui circule en ce moment. Un trailer, c'est très bien. On va analyser un trailer. Mais exactement, Sartman. Parce que, alors n'en déplaise justement aux rabat-joie genre Sartman ou Riley, pour moi, le temps s'est arrêté pendant les 3 minutes 19 de ce teaser. Parce qu'il nous... Super long teaser. Hein, beaucoup trop long. Enfin non, je le trouve vachement bien moi. Mais oui, l'épisode quoi. J'ai pas compris. Non mais c'est-à-dire que le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Il a pas vu la fin du. Alors le temps c'est voilà, j'ai plus de connexion par rapport à ma vie pendant 3 minutes 19 parce que parce que j'ai enfin eu des nouvelles de Ash. Alors, on aurait bien voulu. Ou de Bruce Campbell. Tu peux dire Bruce Campbell, hein, il voilà, le vit tellement. Il ne fait que ça, Bruce, Il a fait plein d'autres choses. C'est faux. Alors là, c'est faux. Il fait du théâtre. Il a fait. Il faut se renseigner quand on. Lis la fiche Wikipédia, tu vois. Il regarde que Buffy, il est insupportable. Dans les bonus d'Evil Dead 2, il se plaint que les gens ne connaissent que pour ça, alors qu'il a fait plein d'autres choses. Bon, bref, c'est un autre débat. Alors voilà, je poursuis. On aurait bien voulu voir évidemment un Evil Dead 4. Mais peut-être par lassitude ou par opportunisme, ou les deux, Sam Raimi a choisi donc le format série pour Et je pense qu'il a bien choisi. Mais oui, parce que c'est un choix en adéquation avec les goûts du public et ça offre des pistes de narration plutôt intéressantes, la série. Vous allez pas me dire le contraire vu qu'on fait un podcast sur une série. Ouais, mais la bonne annonce n'est pas. Alors justement, revenons plus précisément à ce teaser, parce que ce qui frappe à première vue, c'est la volonté évidente de revenir aux sources du truc, à revenir à l'imagerie des épisodes 1 et 2 avec un univers assez craspec, cartoonesque. On vous mettra en ligne le lien vers la bande-annonce dans l'article. Voilà, et là on peut le voir d'ailleurs tout de suite. C'est on a la bande-annonce en live. C'est un peu gore, c'est cartoonesque, mais surtout c'est fun avec un H. Et là on le voit tout de suite qui est toujours aussi con. C'est l'humour, c'était la marque de fabrique de la licence Evil Dead, c'était de l'horreur. À partir du deuxième, pas pas le premier. Ça s'est développé, mais non, dans bien sûr, oui, mais c'est vrai ça. Il est juste maladroit, c'est sûr. On jouait sur l'humour quand même.
On joue sur l'humour, mais là on joue encore plus sur l'humour dans le sens où le H qu'on nous présente aujourd'hui est vieux, mais il joue pas la carte du vieux badass toujours en forme, genre Stallone ou Schwarzy comme on a pu le voir récemment. Là il assume complètement son âge parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il cache ses bourrelets, il met son dentier, bref, il assume complètement son âge. C'est osé. H est de retour, on est content. On attend de voir ce que ça va donner la série. En attendant, le teaser vend du rêve. On est bien content de retrouver H. Surtout toi, parce que t'es copain. Quoique Stéphane Devil Dead, il me semble. Est-ce que tu attends la série? Ah bah j'attends avec impatience. C'est vrai? Cette teaser, j'attends avec impatience cette série. Mais bien sûr, on attend cette série avec impatience. On est bien d'accord. Bien sûr. Le renouveau du genre, c'est bien. Bon allez, il est pile minuit, il est temps de conclure. Merci énormément aux gens qui étaient là sur le chat. Merci beaucoup à nos invités incroyables, Mister D et Quacos. Vous étiez parfaits, vous avez envoyé du gros pâté. Merci à vous de nous avoir invités parce qu'on a passé un bon moment. Puis j'ai enfin vu un épisode de Buffy. C'est important. Et surtout avec des commentaires audio de qualité. C'est encore mieux. Je pense que je vais venir toutes les semaines pour voir des épisodes. Quand tu veux. C'est ça. On vous embrasse tous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Gros bisous, salut, tchuss. Ciao.